Ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Bachimon, professeur d'informatique et d'épistémologie à l'Université de technologie de Compiègne. Ses travaux portent sur les enjeux de la connaissance, de la mémoire et des archives à l'ère du numérique. Il s'intéresse plus largement à la manière dont les supports techniques, comme les systèmes d'IA, façonnent notre rapport au sens et à la connaissance. Dans cette intervention ce matin, Bruno Bachimon propose de revenir sur ce qui rend l'IA générative à la fois fascinante et troublante, soit sa capacité à produire du sens. En s'appuyant sur une distinction entre le dire, le dit et le désigné, il montre que ces systèmes opèrent uniquement au niveau du dit, sans véritable prise sur le contexte ou la situation. Donc, merci d'être avec nous ce matin et on vous écoute, Monsieur Bachimon. Très bien. Donc, je vais partager ma présentation. Alors, il faut d'abord que je remette en mode présentateur sur PowerPoint, j'imagine. Et voilà. Et je vais revenir sur mon Zoom. Est-ce que vous voyez? Oui, très bien. Parfait. Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, merci de m'accueillir dans ce séminaire et de me retrouver effectivement comme mon meilleur ami, ennemi, collègue, je ne sais pas plus comment le désigner, Marcello, puisque j'ai compris qu'on faisait la séance tous les deux. Je vais essayer de revenir en fait sur quelques questions que je me suis posées à l'occasion de l'IA générative et de vous dire un peu tout le bien et toutes les limites que je vois dans cet outil. Mais vous verrez que ma conclusion, c'est qu'on serait bien bête de s'en passer du fait de potentiel d'invention que l'on peut avoir grâce à ces outils. Alors, ce que je vais essayer d'aborder avec vous, c'est trois points ici. Alors, pof, pof, pof. Voilà. Voilà, vous me voyez le changement de diapositive? Bah, parfait. Donc, je vais essayer de revenir sur déjà quelques évidences à partager ensemble, hein, sur ce qu'on appelle l'IA générative et pourquoi c'est à la fois si intéressant et en même temps pas si nouveau que ça dans l'idée. Après, j'essayais d'aborder les questions de la modélisation et l'énonciation, qui sont deux problèmes qui se posent quand on aborde l'IA et l'IA générative en particulier, et que elle fait l'un et pas sans doute l'autre. Et puis, je terminerai sur les conclusions qu'on peut en tirer et le positionnement qu'on peut donner à l'IAG comme étant un peu un concept qui est cher à Compiègne, plus un outil de suppléance qui permet de potentialiser nos capacités d'invention et de connaissance plutôt que comme un substitut ou un concurrent, comme parfois ça l'est présenté ça et là dans la presse. Alors, pour parler de l'IA générative, je vais revenir sur quelques préalable, hein, pour vous présenter l'idée générale de l'IA générative, même si je suppose que vous savez à peu près tous évidemment de quoi il retourne, mais histoire de partager un peu les mêmes idées, et surtout pour vous dire moi ce qui m'intéresse en fait dans cette IA générative. Et donc évidemment l'IA générative, une manière de la présenter, c'est qu'on peut dire que c'est une capacité d'inventer des données qu'on n'a pas et de pouvoir à partir de là créer en fait de nouveaux contenus. Alors, inventer les données qu'on n'a pas, c'est pas une chose qui est aussi triviale que ça en a l'air, parce que jusque-là, les outils d'IA, en particulier machine learning, deep learning, etc., étaient plutôt des outils de reconnaissance et de classification. En gros, ce qui les caractérisait, c'est qu'on avait une base d'exemples, hein, vous voyez ça à gauche, et on a X1 qui donne la réponse Y1, etc. Et ce qu'on voulait, c'est que l'outil apprenne à reconnaître des entrées et de pouvoir les classer parmi des classes soit qu'il a apprises lui-même, c'est l'auto-supervisé, ou qu'on lui a donné au préalable, c'est l'apprentissage supervisé. Mais dans tous les cas, il s'agit de catégoriser, de reconnaître une donnée et de pouvoir savoir à quoi on a affaire. Dans la génération, on déplace l'enjeu, où on dit que l'enjeu, c'est pas seulement d'avoir des données, c'est de pouvoir en créer de nouvelles qui ressemblent aux données qu'on avait déjà.
Donc on part d'une base d'exemples et l'idée c'est de pouvoir, dans l'espace possible de tous les exemples, eh bien, être capable de engendrer des données qui se ressemblent, alors, au sens topologique de l'espace de représentation des données, hein, qui sont en similarité avec les données qu'on possède déjà. Donc, on reconnaît ici, c'est les points rouges hein, que vous voyez sur l'écran. Hein, hop, zut, voilà, je suis passé un peu vite. Voilà, les points rouges, et où on voit que c'est des données qui n'existaient pas dans l'espace de données, mais on les a engendrées de manière à ce qu'elles deviennent en quelque sorte indiscernables hein, de la, des données initiales. Alors, le principe, en fait, il est relativement simple hein, quand on regarde. Je vais utiliser un exemple que j'ai trouvé, je trouvais excellent sur la chaîne YouTube que vous connaissez peut-être, Science Étonnante, hein, qui fait de très bonnes choses sur la physique. On parlait de physique quantique tout à l'heure. En fait, il fait beaucoup de choses c'est un physicien et qui fait beaucoup de choses, mais il s'intéresse aussi à l'IA. Et il prend l'exemple suivant que je trouve assez parlant, de dire, bah voilà, imaginez-vous que vous vous promenez dans la forêt et que vous êtes frappé de la corrélation entre la diamètre des arbres que vous voyez et la hauteur qu'ils peuvent avoir. Et donc, scrupuleusement, vous allez noter le diamètre des arbres que vous croisez et mesurer la hauteur correspondante. Donc, vous faites un beau tableau de données et une fois rentré à la maison, eh bien, vous vous dites, tiens, je vais les représenter dans un graphique et je m'aperçois que, tiens, c'est rigolo, ça ressemble à une droite linéaire, voire une fonction affine. Et donc, l'idée qui se pose, c'est de dire, bah, tiens, est-ce que je ne peux pas résumer l'information de mon tableau par une équation hein, qui va me permettre de retrouver toutes les données de mon tableau? Mais évidemment, en faisant ça, j'ai fait quelque chose de plus. C'est-à-dire que non seulement ça résume les données que j'avais déjà, mais ça me permet d'en trouver d'autres. Par exemple, je peux calculer la hauteur pour le diamètre de 30 qui ne fait pas partie du tableau que j'avais avant. Hein, 30 ne fait pas partie du tableau, comme 22 non plus. Ça me permet de trouver des valeurs où je vais inventer en fait hein, une donnée qui n'existait pas, c'est la corrélation entre 30 et 13,5. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'équation me permet de représenter l'information du tableau et de trouver des réponses à des questions que le tableau ne savait pas traiter. Mais également, ce qui est aussi un deuxième élément assez important qu'on va retrouver dans l'IA générative, c'est que l'équation permet d'oublier les données. C'est-à-dire qu'on peut résumer toutes les données dont on dispose dans cette représentation abstraite et qui permet du coup de ne plus avoir à prendre en compte les données de départ. Elles sont remplacées littéralement par l'abstraction qu'on en a faite. Donc, ça veut dire que si on extrapole et qu'on veut regarder ce qui se passe pour l'IA générative, en fait, l'IA générative fait exactement la même chose dans le paradigme de la recherche d'informations. En gros, c'est qu'on va remplacer les données par un espace abstrait de représentation. La recherche d'information, hein, vous connaissez tous, hein, c'est quelque chose d'assez simple. C'est on a une question posée par un usager et on veut trouver une réponse en lui fournissant le document qui apporte la réponse. Donc pour ça, on a des outils bon, qui sont connus depuis une quarantaine, cinquantaine d'années, hein, qui ont connu des mutations, mais le principe reste toujours le même. On a des mots-clés qui synthétisent l'information recherchée, c'est le requêtage. On a les documents qui sont décrits en mots-clés qui synthétisent l'information contenue, c'est l'indexation. Et puis après, on va avoir un appariement entre la requête et l'indexation, les mots-clés de la requête et ceux de l'indexation, et on va pouvoir renvoyer les documents indexés par les mots-clés de la requête. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va tout simplement avoir un tableau qui va mettre en correspondance, en fait, hein, eh bien, les mots-clés avec tous les documents qui sont indexés par lui. C'est les fameuses tables inverses hein, qu'on a dans les techniques d'indexation. Donc, table inverse que vous avez ici, hop, à droite, hein, où pour un mot-clé, on a les documents qui le contiennent. Si on fait l'analogie avec ce qu'on vient de faire sur les arbres, eh bien, on voit que les requêtes, c'est le mot-clé de la recherche d'information ou le diamètre qu'on avait avant dans le tableau des arbres. Les documents, c'est les réponses qu'on va chercher, donc c'est le contenu de la colonne auteur qu'on avait avant ou de documents qu'on a maintenant. Et la question qui se pose, eh bien, de la même manière que je pouvais abstraire
mon tableau de données par une équation, est-ce que je peux abstraire mes tables inverses dans l'indexation par une représentation abstraite qui permettrait d'une part de pouvoir répondre à toutes les questions documentaires, mais surtout aussi de répondre en inventant des données qui n'existent pas dans la base documentaire d'origine. Donc de poser des questions qui sont différentes des index et différentes des mots-clés qui caractérisent les documents de ma base. Et donc, bah, c'est ce qu'on a bien dans l'IA générative, c'est le concept d'espace latent qui permet de représenter de manière abstraite mon ensemble d'informations que j'avais dans mes documents. C'est l'équivalent de la fonction affine que j'avais dans mon tableau de données sur les diamètres et les hauteurs des arbres. Et donc, de la même manière que tout à l'heure, j'avais plus besoin de mes données, ici, je n'ai plus besoin de mes documents. L'espace latent remplace les documents qui vont servir à pouvoir traiter non seulement les données existantes, mais également d'extrapoler dans cet espace les données inventées, engendrées, comme étant ressemblantes aux données d'origine, mais qui ne sont pas les données d'origine. Alors le principe, c'est que c'est un espace vectoriel, mathématique, et assez, en général, les premiers travaux, c'était une dimension 512, qui est assez importante. Là, souvent, maintenant, on entend parler de plusieurs milliers de dimensions. Donc les mots des documents deviennent des points de cet espace. Alors, ce n'est pas vraiment des mots, on va le voir tout de suite, c'est des tokens. Et les questions qui utilisent ces mots vont permettre de calculer des points voisins comme réponse, c'est-à-dire la génération d'autres mots que les documents auraient pu dire, d'autres mots que les documents auraient pu dire, mais qui n'ont en fait pas dit, hein. C'est-à-dire qu'on va pouvoir extrapoler au-delà de ces données. Et donc ça, c'est ça qui est intéressant dans le paradigme de l'IA générative, c'est d'avoir inventé un espace qui permet d'abstraire les données et du coup de s'en passer, de passer des données d'origine, puisque l'espace suffit, par sa représentation mathématique, à pouvoir répondre aux questions qu'on va lui poser. Et donc, d'une certaine manière, présenté de cette manière-là, l'IA générative n'est absolument pas une surprise, n'est absolument pas une rupture, n'est absolument pas une révolution, hein, au sein de l'IA générative. C'est tout simplement l'étape suivante du paradigme de la recherche d'information. Pourquoi? Parce que la recherche d'information s'intéresse depuis toujours à l'information, hein. On avait même un slogan vis-à-vis de nos étudiants en recherche d'information, c'est de dire que ce qui nous intéresse dans les documents, c'est l'information, peu importe la forme du document, peu importe l'auteur du document, peu importe la présentation du document, hein, peu importe le flacon documentaire dès l'instant qu'on a l'ivresse informationnelle, hein, c'est ça l'enjeu. Donc, on s'intéresse à l'information. Et là, eh bien, l'IA générative nous invente un espace, on représente l'information telle qu'on l'a extraite des documents, indépendamment de sa gangue documentaire. Et donc, d'une certaine manière, on a filtré, on a extrait, exactement comme du minerai documentaire, on a extrait le métal informationnel qui est le nôtre et qui permet du coup de pouvoir éliminer le matériau documentaire en tant que tel. Et donc, bah, de ce fait-là, bah, ce n'est pas vraiment une surprise que la plupart d'entre nous, de nos collègues, bah, utilisent plutôt ChatGPT maintenant que Google. C'est très naturel, c'est normal. C'est que dans le paradigme d'information, l'évolution des moteurs de recherche, c'était de rechercher l'information de les documents, et maintenant, ils recherchent l'information sans les documents, puisqu'on a un espace de représentation qui permet de se passer des documents. Donc, l'IA générative, de ce fait-là, c'est pas une innovation, c'est une innovation, mais c'est pas une rupture. Et en contraire, c'est une évolution très naturelle, très intelligente, très, très maîtrisée, hein, de ce qu'on faisait dans le paradigme de recherche d'information. Et je parle de l'IA technique, bon, vous avez reconnu le clin d'œil avec Simondon et Leroy-Gourhan, c'est que là, grosso modo, on est dans une tendance technique, en fait, qui est inaugurée depuis la recherche d'information de la fin du 19e siècle, où ce qui nous intéresse, c'est pas le document d'auteur, c'est pas le document dans sa matérialité iconique et voire démiurgique, hein. Ce qui nous intéresse, c'est l'information dont il est porteur, en ayant comme préalable, comme outil, c'est que l'information peut être un invariant entre les documents. Et donc, c'est cet invariant qu'on essaye de représenter dans l'espace latent, dans l'espace de représentation. Donc la rupture, c'était vraiment la charge d'information fin 19e siècle, hein, c'était ça la rupture par rapport au document. Et là, on est toujours dans cette révolution, dans cette lignée technique, hein, ouverte par cette rupture fin 19e siècle, hein.
Bon, c'est pas pour ça que c'est pas important l'IA générative, mais attention, avant de dire que c'est la fin du monde ou l'ouverture d'un nouveau monde, bah non, en fait, ce monde informationnel, il existe depuis 150 ans, inauguré par la révolution industrielle dans des entreprises technologiques, hein. En gros, la sidérurgie et la chimie, hein. Alors, la mise en œuvre de ce principe d'espace latent représentationnel, alors là, par contre, évidemment, ça commence à être une cuisine assez intense, hein. C'est pour ça que des fois, on est un peu surpris et de la complexité et de l'efficacité obtenue, puisque on va avoir des étapes de codage, décodage, hein, de l'information, c'est-à-dire qu'il va falloir construire cet espace d'information. Donc, on va traduire les documents en tokens, c'est-à-dire qu'on va les détextualiser d'une certaine manière, les décontextualiser, c'est deux termes que je vais réutiliser par la suite, pour en faire des listes de tokens. Alors, ces tokens, je ne traduis pas, littéralement, ça serait jetons, hein. C'est un peu l'équivalent des calculus du calcul, c'est-à-dire des choses qui ne représentent rien en elles-mêmes, sinon le fait qu'elles soient différentes des autres, hein. Donc, en fait, c'est des espaces, c'est des positions dans un espace clos de représentation. Et donc, on a les tokens, souvent c'est de l'ordre de 10 000, mais plusieurs dizaines de milliers maintenant. Et puis, ces tokens, on va les plonger. C'est là, on va retrouver notre espace latent. On va les plonger dans un espace de dimension beaucoup plus petite, c'est 512 ou quelques milliers, pour pouvoir compacter l'information d'une certaine manière et être capable de la manipuler au sein de cet espace de plongement. Et puis à partir de là, bah là on a tout l'algorithmique des réseaux de neurones et avec les mécanismes d'intention des transformers, hein, qui vont venir faire le reste, hein, avec les couches d'encodage et de décodage que je ne vais pas spécialement évoquer ici. Alors par contre, je vous montre quand même la tokenisation, hein. La tokenisation, c'est quand même un outil assez intéressant parce que ça s'adresse à toutes sortes de graphèmes, hein, qui soient des graphèmes alphabétiques, mais également tout ordre graphique, hein, voire traduction de pixels ou de traces sonores, hein, puisqu'on on peut tokeniser les images, comme on peut tokeniser les textes, et on peut tokeniser les sons. Évidemment, le gros avantage de cette tokenisation en quelque sorte universelle, c'est qu'on peut avoir un même espace de plongement, on va retrouver les textes, les images, les sons, c'est-à-dire que l'information comme invariant enfin, comme invariant documentaire, eh bien, c'est aussi un invariant de modalité, hein. C'est qu'on n'est pas condamné à manipuler l'information textuelle si on travaille avec des documents. On peut avoir des informations visuelles et textuelles manipulées dans ce même espace de représentation. Cette tokenisation, bon, ChatGPT 4 en avait 100 000, hein, 100 000 tokens. GPT-2, il n'y en avait que 50 000, donc là ça double. GPT-5, je ne sais pas combien ils en ont, mais bon, vraisemblablement beaucoup plus. Et ce qui est intéressant, c'est que cette tokenisation, c'est pas quelque chose d'absolu, ça dépend des langues. Il y a un apprentissage avec des paramétrages plus ou moins connus et explicites, hein, parce que là, on est toujours dans la grande cuisine interne de ces outils, où on a une transformation des documents en tokens, et c'est ces tokens-là qui vont fournir la base du plongement, c'est-à-dire qu'on va représenter chaque token dans un espace géométrique de taille importante, en général 512, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et l'idée, c'est que les dimensions, pardon, de cet espace vont être également apprises par des outils d'apprentissage qui vont permettre de définir quelles sont les valences de chacune de ces dimensions pour pouvoir représenter les tokens qui sont contenus dans le corpus d'apprentissage. Alors là, évidemment, ça ne se fait pas au hasard. Derrière, notamment les outils textuels, vous avez une hypothèse, qui est une hypothèse de la sémantique distributionnelle, qui est assez connue, hein, de celle de Harris des années 50, qui considère que deux mots voisins sont utilisés dans des contextes voisins. Et donc, tous les tokens qui vont être utilisés dans des contextes voisins ou partagés, eh bien, seront représentés de manière proche dans l'espace de représentation. Donc, on a une hypothèse en quelque sorte linguistique, hein, sur les documents que l'on va rencontrer pour pouvoir construire la représentation abstraite dans l'espace latent.
Donc, l'input que l'on va avoir, c'est les tokens. Là, par exemple, on a trois tokens. Bon, c'est pas des tokens réalistes, hein, parce que là, ils sont à la fois trop gros. Étudiant ne serait pas qu'un seul token, hein. Mais on a plusieurs tokens, comme je suis étudiant, et on va les représenter par des vecteurs, donc une série de nombres qui vont être des valeurs sur chacune des dimensions. Donc là, vous avez ici quatre dimensions pour l'illustration, mais évidemment, il y en a des centaines de plus, hein. Et l'idée, c'est que chaque token devient un vecteur de cet espace. Et on va retrouver que, comme c'est un espace géométrique, deux tokens voisins représenteront des tokens sémantiquement voisins, hein. C'est-à-dire que la proximité géométrique devient une proximité sémantique. Alors l'avantage de cette approche vectorielle, hein, bon, qui est assez connue, hein, ça remonte à plusieurs dizaines de décennies, hein, c'est que on peut appliquer cette vectorisation à la fois sur les tokens, mais également sur les phrases et sur les documents, hein. C'est-à-dire qu'on peut trouver les documents qui parlent de la même chose ou les phrases qui parlent de la même chose, etc. Alors, un exemple qu'on trouve un peu partout dans les littératures, parce qu'il a l'avantage d'être très pédagogique, même s'il est en partie idéal, c'est de dire que si on a un espace de représentation vectorielle et géométrique, on récupère une manipulabilité algébrique, c'est-à-dire qu'on peut ajouter les vecteurs, on peut les soustraire, on peut les projeter, etc. Et donc, l'idée, c'est que dans cet espace latent, on va représenter quatre tokens, King, Queen, Man et Woman. Eh bien, je peux prendre kin, enlever man, ajouter woman, et je trouve en fait que le vecteur résultant, c'est celui qui est représenté par le point queen, hein. Donc en fait, on récupère une combinatoire vectorielle, puisqu'en quelque sorte, on a une isomorphie sémantique entre la langue d'une part et l'espace de représentation d'autre part. Ce qui nous donne évidemment des outils qui ont une plasticité et une capacité à répondre de manière pertinente, parce que justement, tous les points autour de King, ça va être du point de vue de l'espace latent, des points qui ont une proximité forte avec King. Et donc, on va pouvoir, si on sait les projeter par apprentissage sur le corpus de tokens et donc sur les mots du discours, eh bien, retrouver des mots voisins. C'est ce qui permet également aussi de passer d'une langue à une autre, parce que le point, il n'est pas propre à une langue, il est propre à une information. Et donc, si on a une information qu'on sait passer dans une langue donnée, eh bien, on récupère un output avec la langue désirée. C'est pour ça que, bah, du coup, c'est des outils qui marchent très très bien pour faire de la traduction ou qui sont indifférents en fait à la langue de requêtage. Alors, les premières conclusions auxquelles j'arrive ici, hein, qui sont rien de très très euh, surprenant, hein, c'est de dire que bah, du coup, on part de documents qu'on va oublier, c'est l'intérêt, hein. L'idée, c'est qu'on peut les remplacer par l'espace latent, et ces contenus vont être décomposés en tokens, c'est-à-dire en tokenisation, qui sont des éléments arbitraires obtenus par apprentissage, qui sont là pour coder le contenu et le reconstruire par combinaison. Alors, cet arbitraire n'est pas immotivé, hein, c'est-à-dire qu'il y a une hypothèse de sémantique distributionnelle qui permet de faire ce travail-là. Mais par contre, ce que l'on voit, hein, c'est que très clairement, dans ce mécanisme de tokenisation, eh bien, on a une perte du texte qui n'est plus présent dans l'espace latent, c'est une détextualisation. Aucun texte d'origine n'est considéré comme tel, c'est juste un sac à tokens. Et ce sac à tokens va nous permettre à comparer aux autres documents qui sont d'autres sacs à tokens, hein. Et puis, évidemment, on a une décontextualisation, c'est-à-dire que les proximités produites entre les tokens sont à l'échelle du corpus d'apprentissage, mais évidemment en dehors de tout contexte, c'est-à-dire ce qui accompagne les textes, hein. C'est-à-dire que on oublie toujours que le contexte n'est pas un texte, hein, et le contexte n'est pas une donnée. Et donc, de ce fait-là, eh bien, dès lors qu'on va s'adresser sur un corpus, ben, ce corpus est une textualité considérée sans son contexte, puisque elle devient son propre contexte à elle-même, hein. Et c'est ce qu'exploite l'IA générative. Elle considère que les textes sont des contextes mutuels les uns avec les autres, mais stricto sensu, ce ne sont pas des contextes d'écriture ni de lecture, ce ne sont pas des contextes au sens de la linguistique et de la parole, en fait. Alors, du coup, maintenant que j'ai planté ce petit décor, je vais en venir aux questions que je veux poser ici et qui ont été rappelées par Julie Michel dans son introduction. C'est les questions de la modélisation et de l'énonciation quand on va aborder des outputs ou des résultats de l'IA générative. Pour ce faire, je vais mobiliser un schéma très simple
c'est de dire que dans les contenus, c'est-à-dire les expressions que l'on peut considérer, eh bien, il y a trois manières de les aborder en fonction du fait qu'elles sont le résultat d'un dire. Donc, il y a la performativité d'un dire, c'est une action de produire une parole. Ensuite, il y a ce qui est dit, donc c'est l'expression en tant que telle. euh, Comme objet matériel produit. Une parole qu'on peut enregistrer parce que c'est un signal euh, acoustique en tant que tel. Ça peut être une suite d'inscriptions sur le papier, ça peut être des pixels sur un document, etc. Le 10, c'est un objet matériel qui a vocation à véhiculer un sens. En tout cas, on va le mobiliser pour pouvoir l'interpréter en quelque sorte, hein. Et puis enfin, il y a le niveau du désigné. Le désigné, c'est le monde auquel renvoie le dit, hein, dans sa prétention à être un dit, c'est-à-dire de dire quelque chose, hein. Le dit qui dit quelque chose, c'est qu'il renvoie à un désigné, hein, c'est-à-dire qu'il a la prétention de d'écrire un monde et d'en dire quelque chose de plus ou moins vrai. Alors, sa prétention n'est pas forcément au rendez-vous, hein, c'est-à-dire qu'il y a une prétention de vérité qui n'est pas forcément un résultat pour le lecteur garanti, mais il y a toujours cette prétention de dire quelque chose à propos de quelque chose dès l'instant que l'on va dire. Donc, ces trois niveaux, hein, le désigné qui est le monde, le dit qui est l'expression, et cette expression est le résultat d'une action qui est le dire. Alors, ces trois niveaux, ça permet de faire trois remarques élémentaires. C'est de dire que le dire est un faire, c'est-à-dire que c'est une action, c'est un processus, c'est un déroulement. On va avoir le dit qui est une chose. C'est une chose parce que je peux la manipuler, je peux la transformer, je peux l'enregistrer, etc. Hein, par exemple, la parole, c'est une chose. La preuve, c'est que eh bien, des outils d'enregistrement peuvent s'appliquer à la parole. Et puis, le désigner, c'est le monde qui, du coup, lui, comprend tout, c'est-à-dire le faire et les choses. C'est-à-dire que dans le monde, il y a des actions et il y a des objets qui résultent ou sur lesquels les actions vont porter. C'est un tissage, en fait, entre les choses et le faire. Alors, pourquoi ça peut être après plus ou moins compliqué? C'est évidemment, on va avoir des tensions entre ces trois pôles, hein. C'est-à-dire que, premièrement, on peut dire qu'il y a une tension entre le dit et le désigné, hein, puisque dans le désigné, c'est le monde, il y a des choses et il y a du faire, mais il y a surtout des choses, et on a dit que le dit était une chose. Et donc, quel rapport y a-t-il entre les choses qui sont des mots, des dits, et les choses qui n'en sont pas? Alors, on va dire, en fait, c'est un mystère qu'on ne sait pas très bien gérer depuis que l'humain s'est parlé et qu'il a essayé de comprendre ce que parler veut dire et ce à quoi renvoie la parole. Et donc, on a bien repéré que quand on parle, il y a des relations entre les choses qui sont des dits, hein, c'est-à-dire que un mot en entraîne un autre, hein, et donc on a des relations syntagmatiques de succession. Et puis également, on pourrait même imaginer qu'il y a une combinatoire qui s'exprime dans les dits, dans ces choses qui sont des dits, et qui sont la combinatoire paradigmatique. Donc ça, c'est bien connu depuis Jacobson, et c'est la langue et son propre univers de choses, en fait, et qui a ses règles de transformation entre ces choses qui sont des dits. Par contre, on a beaucoup de mal à trouver des règles de correspondance qui soient de même type entre les choses qui sont des dits et les choses qui n'en sont pas, c'est-à-dire celles qui appartiennent au monde. Alors, on a même des points de vue assez radicaux. Là, je cite pour mémoire le point de vue de Peirce, hein, qui dit, de toute façon, les choses qui ne sont pas des dits, je m'en fous, hein. C'est-à-dire que chez Peirce, tout est signe, c'est-à-dire tout peut se ramener à des dits, et la chose qui n'est pas un dit, eh bien, c'est pas vraiment une chose, ça devient un habitus, ça devient une action. Parce que, comme vous le savez, la sémiose chez Peirce, c'est un transfert de signe en signe, et quand elle s'arrête, c'est qu'on sort de l'univers du signe, non pas pour trouver des choses du monde, c'est pour trouver une action dans le monde, hein. C'est-à-dire, c'est un comportement, c'est un faire, et non pas une chose. C'est-à-dire qu'en fait, le monde des dit est clos sur lui-même d'une certaine manière, et qu'on arrive à bien décrire les relations qui existent entre les choses qui sont des dits, mais on a beaucoup de mal à définir quelles sont les relations qui existent entre les choses qui sont des dits et les choses qui n'en sont pas.
Alors, on a évidemment le domaine de la sémantique, la pragmatique, qui essaye tant bien que mal de faire le job, mais en fait, on voit très bien qu'il n'y en a aucune qui arrive vraiment de manière convaincante. Et la sémantique logique, formelle, qui fait son travail, ben, elle part d'un monde idéalisé de la syntaxe, dédié, et pour arriver à un monde idéalisé de la sémantique décrite par ce dit. Hein, donc, on part en gros de l'algèbre de la théorie des ensembles pour décrire des objets qui sont la théorie des ensembles. Mais on ne sort pas vraiment d'un monde idéal. Donc ça reste une énigme à part entière, en fait, hein, comment la chose qui est un dit peut renvoyer à une chose qui n'est pas un dit. Deuxième tension, c'est le dit et le dire. Hein. C'est-à-dire que, brutalement, hein, c'est de manière assez triviale, tout dit semble émaner d'un dire. Hein. C'est-à-dire que le dit renvoie une intention qui appelle l'interprétation. C'est pas seulement une simple chose que l'on peut contextualiser en tant que telle, hein, mais c'est une chose qu'on va interpréter, le dit, en fonction qu'il émane, qu'il renvoie, qu'il est situé dans le contexte d'un dire. Mais le dit, on l'a dit tout à l'heure, c'est une chose. Donc, en tant que chose, il pourrait être productible par des fers. Or, bah, il se trouve qu'évidemment, on a un fer qui est particulier, qui s'appelle l'IA générative, qui est capable de produire des choses qui sont des dits. Donc, quel rapport entre le fer qui est un dire et le fer dont le monde du désigné se constitue? Et en particulier, est-ce que tout fer qui produit un dit serait considéré comme étant un dire? Hein, sachant que si on dit cela, c'est ce que j'évoquerai tout à l'heure, ça vient dire que l'IA générative énonce, dit quelque chose quand on va avoir un dit produit par ces calculs. Donc quand ChatGPT me répond, est-ce qu'il y a un dire au-delà du dit que je vais lire sur mon écran? Et comme l'IA générative est bien dans le monde du faire, et que le dire est aussi un faire, eh bien, est-ce que le faire qui est un dire est différent du faire qui est un calcul opéré par l'IA générative? Alors, par rapport à cette distinction en trois pôles et les tensions que je viens d'évoquer, bah, ce qui est intéressant, c'est que bah, l'IA générative va travailler sur les trois pôles, en tout cas sur une manière de brouiller hein, les distinctions qu'on peut faire entre ces trois pôles. Pourquoi? Parce que l'IA va porter sur des choses qui sont des dits, puisqu'elle va les calculer, les produire. Elle part de dits qui sont les textes, elle les abstrait dans l'espace latent, elle est capable de produire d'autres dits, d'autres choses qui sont des dits. Et en même temps, ces dits, ces résultats, sont résultats d'un faire, hein, c'est-à-dire d'un faire calculatoire, assez complexe d'ailleurs, comme on a pu le voir, et qui est donc un processus. Donc, de ce fait, eh bien, puisqu'il y a des dits que l'on va lire, ou en tout cas considérer comme tels en résultat de ces IA génératives, eh bien, l'IA paraît émaner d'un dire. Le faire de calcul est assimilé au faire qu'est le dire. Et du coup, ça nous renvoie d'emblée à le problème de l'énonciation, c'est-à-dire on a un ça parle, hein, c'est-à-dire que on n'a pas un qui parle. Pour la première fois, on a en face de nous des objets qui nous parlent. Et donc, ça nous pose la question de savoir, au-delà du quoi qui parle, eh bien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle, hein? C'est-à-dire qu'il y a une instance énonciative derrière le dit que je reçois comme dit, hein, c'est-à-dire comme disant quelque chose. Et s'il dit quelque chose, c'est qu'il les renvoie implicitement à un dire dont il serait le résultat. Donc ça, c'est le problème de l'énonciation. Et puis, on va avoir également un deuxième volet, c'est que les dits, en tant que dits, bah, prétendent dire quelque chose. C'est-à-dire qu'ils prétendent renvoyer à un désigné. Et donc, l'IA apparaît portée sur les choses hein, et donc de renvoyer au désigné. Donc, à ce moment-là, ça renvoie au problème de la modélisation, c'est-à-dire en quoi est-ce que l'IA formalisée dans l'espace latent des IA génératifs qui leur permet de patati patata renvoyer des contenus produits, eh bien, c'est porteur de connaissances, c'est-à-dire au-delà de faire la synthèse de ce qui a été dit, qu'est-ce que l'IA m'apprend sur ce qui moi m'intéresse, c'est-à-dire le monde désigné par ce dit. Donc en gros, en quoi est-ce que l'IA est porteuse d'une connaissance sur le désigné au-delà du dit hein, qu'elle est capable de manipuler. Alors, on va commencer par le problème le plus simple, hein, c'est celui de la modélisation. Alors, un modèle, c'est une notion qui a un sens assez précis, notamment dans le monde de l'ingénierie. C'est que le modèle, c'est ce qui est c'est une représentation que l'on peut utiliser à la place de ce qu'elle représente. Hein. Donc, par exemple, en ingénierie, on va faire une représentation numérique d'un avion
où on va pouvoir tester le comportement de l'avion en utilisant son modèle numérique plutôt qu'en le faisant voler pour de vrai. Hein, donc ça, aujourd'hui, c'est des choses qui sont bien maîtrisées. Hein. Le Falcon 7X de Dassault n'a connu comme vol réel que ses derniers vols de qualification, hein, pour la certification. Jusque-là, tout avait été fait intégralement de manière numérique. C'est-à-dire tous les tests avaient été réalisés de manière numérique par le modèle numérique. Et donc le tout modèle, en fait, hein, se définit comme étant ce qui permet de répondre à la place du monde réel, parce qu'il en est le modèle, justement, c'est-à-dire une représentation calibrée, validée, et on interroge le modèle pour savoir ce que le monde dirait s'il était interrogé directement. Donc le modèle, il a toujours un champ de validité, hein, c'est-à-dire qu'on sait à partir de quand il nous dit des bêtises et à partir de quand on peut l'interroger. C'est tout le travail qu'en ingénierie on appelle la calibration, hein, qui permet de savoir ce qu'il en est. Par contre, le modèle n'est pas une théorie, c'est-à-dire que le modèle n'est pas une explication de ce qu'il représente, il en est la substitution expérimentale en fait, hein. Et souvent d'ailleurs le modèle est une intégration de différentes théories qu'on ne sait pas synthétiser en une théorie unique. Hein. C'est ce que connaissent bien les ingénieurs. J'ai une théorie thermodynamique de mon objet, j'ai une théorie électrique de mon objet, j'ai une théorie gravitationnelle de mon objet, mais par contre, j'ai pas de théorie qui est à la fois thermodynamique, électrique et gravitationnelle. Et donc pour ça, je vais bricoler un machin qui est en fait un modèle qui va permettre de faire des compromis, des approximations, des ajustements entre ces trois approches pour dire, bah, en fait, quand je vais interroger un objet qui est à la fois thermodynamique, gravitationnel et électrique, eh bien, je vais pouvoir interroger mon modèle. Alors évidemment, pour que cette approximation soit faisable, c'est faisable qu'à l'échelle d'un objet et d'une situation. C'est pour ça qu'on va voir le modèle d'une turbine, le modèle d'un réacteur, le modèle d'une interaction, etc. Mais on n'aura pas un modèle de la totalité, hein, de l'univers à ce niveau-là. On peut avoir un modèle cosmologique de l'évolution de l'univers, mais du point de vue de la physique des particules, par exemple, ou l'astronomie. Mais on n'aura pas un modèle de l'univers qui comprend tout ce qu'il contient. Donc le modèle, par essence, est toujours local, en fait, hein, alors que la théorie se veut globale par rapport à une échelle de phénomènes. Théorie du vivant, théorie du mouvement, théorie de la chaleur, etc. Alors, l'IA, de ce côté-là, eh bien, est-ce que c'est un modèle? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la réponse est oui et non, hein. C'est-à-dire que l'IA n'est pas un modèle du désigné de manière évidente, puisque l'IA ne construit pas un modèle du monde qu'on peut interroger en lieu et place du monde. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été calibré en fonction de sa véracité. Il n'a pas été entraîné par rapport à sa véracité. En revanche, ce que l'IA est parfaitement, l'IA générative, c'est à travers son espace latent, c'est une modélisation de tout ce qui a déjà été dit. Hein, c'est-à-dire des textes et des contenus, hein, ou des images, etc., qui ont servi à l'apprentissage du modèle latent. Et donc là, à ce moment-là, eh bien, on voit très bien que c'est ce que j'ai évoqué au départ, c'est que l'IA permet d'interroger le modèle des documents, le modèle documentaire qu'est l'espace latent, en lieu et place des documents. Hein, c'est en ça que c'est une modélisation qui fait suite de manière très logique avec la recherche d'informations. C'est que là, on a construit un modèle et un modèle qui me permet de me passer des documents dont il est le modèle. Hein, c'est-à-dire que je peux répondre à des questions sans consulter les documents, mais en ayant l'abstraction de l'espace latent. Et donc, de ce côté-là, on peut dire que l'IA générative est une excellente modélisation. Hein. C'est-à-dire que ça marche plutôt très bien de pouvoir interroger le modèle plutôt que les documents. Par contre, évidemment, comme il invente les données qui n'existent pas dans les documents, eh bien, on retrouve les problèmes bien connus d'hallucination, etc. Parce que c'est cohérent d'un point de vue informationnel, mais par contre, ce n'est pas avéré du point de vue du monde du désigné et du monde du documentaire. Donc, en fait, l'IA invente des documents qui n'ont jamais existé dans sa base, et c'est normal parce qu'elle est faite pour ça. Hein. Elle est faite pour pouvoir inventer des données, et nous, on est effrayés parce que ces données inventées ne sont pas des modèles du désigné. Mais c'est normal parce que l'IA n'a jamais été entraînée pour faire ça. Hein. C'est poser des questions que l'IA ne peut pas traiter, puisque c'est un modèle excellent des documents. Donc, c'est souvent ce que je dis à mes étudiants, hein. Si vous voulez savoir ce que n'importe quel crétin de base sait sur une question, et a déjà dit sur cette question-là, bah, utilisez ce GPT, il vous fait la synthèse de la connaissance documentaire disponible. Hein. C'est Bouvard et Pécuchet. Un Bouvard et Pécuchet de la documentation, c'est-à-dire c'est une encyclopédie qui répond sur ce qui a déjà été dit, mais par contre, évidemment, qui n'interroge pas le désigné en tant que tel.
Donc, c'est réponse à la première question qu'on s'est posée. C'est pas un modèle du désigné, mais par contre, c'est un excellent modèle du document. Alors évidemment, c'est troublant parce que bah, nous, on ne peut pas s'empêcher de lire les documents, voilà, les productions d'IA générative comme des dits, c'est-à-dire des choses qui se rapportent au monde. Et donc, rappelez-vous Platon dans Phèdre, hein, ce qu'il dit, ce qui est bien dramatique dans l'écriture, c'est que l'écriture, ce qu'elles disent, c'est comme si elles pensaient à ce qu'elles disent, c'est-à-dire comme si elles étaient l'auteur ou les penseurs, hein, de ces réflexions que l'on va lire et coucher par écrit. Et donc bah, là aussi, on a un peu la même chose, c'est que quand on voit un résultat de l'IA générative, on a l'impression que ce qu'elle nous dit, elle y pense. Hein. Elle y pense comme les premiers textes de l'écriture selon Platon, donner l'impression que, eh bien, ce que les textes nous disent, eh bien, ils y pensent en nous le disant. Et en fait, évidemment, ce n'est pas le cas, puisque c'est qu'une répétition d'un dit et une manipulation d'un dit. Mais comme on est soumis à cette illusion transcendantale, en fait, on ne peut pas s'empêcher de vouloir comprendre ce que l'on dit et donc ce que l'on lit et de pouvoir rapprocher le dit à un désigné. C'est normal, ça s'appelle lire. Hein. Et donc, de ce fait-là, eh bien, on est dans un hiatus entre un modèle documentaire qu'on utilise comme étant un modèle du désigné. Parce qu'évidemment, à chaque fois qu'on va interroger ChatGPT pour faire sa déclaration d'impôt, c'est qu'on espère bien que ce qu'il va nous dire a un sens par rapport au monde du désigné. Pourtant, il n'y en a pas. C'est un monde du document qui va lui servir à nous donner une réponse que nous allons interpréter comme étant applicable sur le monde du désigné. Euh, alors, l'apprentissage en plus qu'on fait à partir de ces documents est plus ou moins parfait, puisque comme vous le savez, il n'y a pas d'apprentissage parfait, hein, c'est-à-dire des algorithmes d'apprentissage qui assumeraient toutes les situations d'apprentissage. Et donc, ce que l'on retrouve, c'est bien, c'est les problèmes que je ne vais pas aborder ici, mais qu'on connaît assez bien, c'est d'explainable AI, donc l'IA explicative, etc. C'est-à-dire être capable de contrôler ce que dit l'IA du point de vue de son modèle documentaire par rapport aux prétentions qu'on va lui donner d'affirmer des choses sur le monde. Et donc d'avoir en fait un modèle d'explication qui permet d'ajuster la réponse de l'IA par rapport à la véracité qu'on lui impute et qu'on en attend. Alors, deuxième problème, c'est l'énonciation. Alors, l'énonciation, il y a plusieurs manières de le voir. Il y a un point de vue phénoménologique et puis un point de vue structuraliste. Alors, le point de vue phénoménologique, ou même herméneutique, hein, si on renvoie à Heidegger, c'est de dire que l'énonciation est toujours le résultante d'un être qui est jeté dans un monde et qui va s'engager dans ce monde à travers l'énonciation. C'est-à-dire que l'énonciation est un acte d'engagement, d'insertion dans un monde déjà là, dans lequel on va opérer sa présence, on va effectuer sa présence à travers l'énonciation. Donc l'énonciation est toujours en situation, l'énonciation est toujours en posture contextuelle, est toujours en contexte, en situation, et donc est le propre aux êtres qui ont un déjà là et qui sont jetés dans une situation qui les précède. Et puis on va voir le point de vue structuraliste qui est très présent dans les travaux classiques de linguistique, comme Grémas et compagnie, hein, où on considère que l'énonciation est une structure, c'est-à-dire c'est une structure signifiante, voulant dire ici que c'est une configuration de signes qui fait système. Donc, comme Maria Giulia Dondero, une collègue à nous, sémiologue à Paris ou à Liège, elle dit, voilà, c'est l'énonciation comme adresse, comme médiation langue-parole et comme praxis. Donc, c'est une pratique, en fait, des structures et des règles entre les différents signes qui vont correspondre à un espace de présentation, un espace de structuration qui est, par exemple, le document, le texte, l'image, etc. Et donc, à ce moment-là, l'énonciation n'est pas le propre d'un engagement, c'est le propre d'un agencement. Hein. C'est l'agencement de position, l'articulation structurelle d'entités qui font énonciation et non pas l'engagement d'un être rejeté dans une situation qui le précède et dans laquelle il prend position par son énonciation.
Donc là, de ce point de vue-là, eh bien, on a deux postures qui vont se dégager. C'est-à-dire que si on a une approche structuraliste comme celle que je viens d'évoquer, eh bien, on va pouvoir dire que l'IA générative a bien une posture initiative, parce que qu'est-ce que fait l'IA générative? C'est qu'elle construit des symboles dans un espace de présentation. Hein. Il y a un jeu, un jeu dans lequel on a effectué des manipulations de tokens entre eux. Et ce jeu est l'exposition d'un résultat qui est donc une énonciation, puisque c'est un nouvel agencement qui est proposé par le calcul de l'IA générative. Et donc, de ce fait-là, l'IAG a bien une posture énonciatrice, hein, en tant que telle, puisqu'elle produit un agencement nouveau. Je reviendrai tout à l'heure. D'ailleurs, on peut même y voir une créativité, hein, pour faire un peu le lien avec ce que sans doute Marcello va aborder, mais une créativité propre à l'énonciation structurale de la machine comme agencement dédié. En revanche, si on insiste davantage sur la notion d'engagement et non pas d'agencement, eh bien, l'IA générative ne peut pas énoncer parce qu'il n'y a pas d'engagement de sa part. L'IA générative n'a pas de monde, l'IA générative n'a pas d'être jetée. L'IA générative n'a qu'une situation abstraite de calcul sur laquelle elle donne un résultat de manière abstraite dans une situation qui est celle de l'utilisateur, mais qui n'est pas celle du corpus du modèle d'apprentissage qui, lui, est à l'échelle d'un corpus documentaire. Donc, les deux points de vue, en fait, se valent. Simplement, on met pas la même notion derrière l'énonciation. Donc, il y a une homonymie, en fait, hein, dans cette notion d'énonciation. Hein, l'énonciation comme engagement ou l'énonciation comme agencement. Alors, comment est-ce qu'on peut se positionner par rapport à ça? Euh, du coup, je vais revenir un petit peu sur des propriétés propres au calcul pour voir un peu de quel côté se situe l'IA générative, puisque l'IA générative est un outil calculatoire en fait, hein. Et donc, à partir de là, eh bien, on va pouvoir voir dans quelle mesure l'IA générative modélise et énonce. Alors, les deux propriétés qui m'intéressent ici pour envisager l'IA générative, c'est celle à partir du calcul, celle que j'appelle la séparation, et celle que j'appelle la contextualisation, qui serait plutôt d'ailleurs ici la décontextualisation. Alors, la séparation, c'est en fait une notion très simple, puisque c'est la base même du discret. Discretum en latin, ça veut dire séparer. C'est-à-dire qu'on a du calcul à partir du moment où on a déjà séparé des entités que l'on veut manipuler, c'est-à-dire déplacer dans un espace de manipulation, comme on fait un boulier, comme des cailloux dans la main, qui vont nous servir à compter le troupeau qui est dans les tables, etc. Donc, d'une certaine manière, le calcul ne peut opérer qu'à partir du moment où il a du séparé dont on peut se saisir, et donc que l'on peut prendre avec la main et pouvoir assembler, agencer dans un espace de positionnement de ces tokens, de ces calculs, de ces entités. Comme je le rappelle sur le slide, hein, calcul, ça veut dire caillou, hein, donc c'est un token en fait, hein, c'est-à-dire c'est des choses que l'on peut poser dans un espace et c'est la position dans cet espace qui vaut valeur, hein, pour ce token et c'est en ça qu'on va le manipuler. Donc dans le boulier, quand vous avez déplacé certaines billes, ça vous donne une dizaine que vous pouvez encore manipuler, etc., etc. Donc on va avoir cette séparation qui est la condition de possibilité du calcul. Le calcul ne peut opérer que si déjà on a séparé. Donc ça, c'est intéressant dans la mesure où si le calcul ne peut porter que sur du séparé, ça veut dire que la séparation était calculable, hein. C'est-à-dire que le fait de séparer le monde en tokens, c'est une opération non calculable, non assumable par le calcul. Donc une entité calculatoire ne peut pas avoir de monde, hein, puisque tout simplement, elle suppose qu'il y a des tokens qui soient déjà là, qui sont déjà le résultat d'une séparation, c'est-à-dire fait par quelqu'un qui appartient dans le monde, hein. Donc le calcul n'est pas une entité qui ne peut pas être jetée parce que le calcul est forcément, eh bien, dans l'univers d'une séparation qui a été faite entre entité et entité vis-à-vis du monde, hein. Euh, c'est un peu la notion de nombre, hein. Pourquoi est-ce qu'on a des nombres entiers? C'est parce qu'il y a des choses qu'on manipule dans la main une et dans la main deux, hein. C'est pour ça qu'on a des nombres entiers à ce niveau-là. Donc là, c'est cette même idée, hein, c'est-à-dire que une machine calculatoire ne peut pas avoir de monde, ne peut pas être jetée dans la mesure où
Être jeté, c'est être exposé à un monde qui n'est pas déjà séparé. Et vouloir faire du calcul, c'est être dans un monde qui est déjà séparé. Et donc le passage du non séparé au séparé, c'est ce qu'on appelle la formalisation, hein, et la formalisation n'est pas un processus calculable, donc qui n'est pas effectuable par la machine. Ce qui veut dire que ce qui va être important, donc on va aborder l'agencement, hein, c'est que l'être jeté préalable au calcul, il est non séparable, il est non séparé, et enfin il est séparable mais il est non séparé et il est non calculatoire parce qu'en fait c'est un milieu dans lequel nous sommes déjà inclus, nous sommes déjà impliqués et on en fait partie. Et donc on n'a jamais de point de vue global de ce milieu qui permettrait d'en avoir une formalisation unique et ultime. C'est-à-dire que le fait qu'on soit impliqué dans un milieu qui nous englobe fait que cet univers est séparable, mais en même temps, il n'est jamais de manière unique ni définitive. C'est-à-dire que toute séparation devient en fait une approximation, un local fermé et clos sur lui-même par rapport à un milieu qui lui est ouvert et non clos. C'est-à-dire qu'aucun calcul n'arrive à modéliser en tant que tel, c'est-à-dire se substituer à un milieu en tant que tel, puisque le milieu n'est pas représentable par sa formalisation. Il y a toujours de l'excès, hein, il y a toujours un horizon qui va échapper au calcul. Alors, et ça, je ne renvoie pas au terme de limitation, mais en fait, Gödel, d'une certaine manière, dit la même chose, hein. C'est-à-dire que dès l'instant que vous avez un système formel qui va représenter au-delà de lui-même, eh bien, il est incomplet, hein. Donc, dès l'instant que vous avez un système formel qui sert représenter l'arithmétique, il y a des vérités arithmétiques qui lui échappent. Donc la formalisation n'est jamais complète en fait, hein, d'une certaine manière, et on retrouve ça de manière plus phénoménologique en disant qu'il n'y a aucun calcul qui rend compte d'un milieu, parce qu'il ne sait pas rendre compte de l'horizon. Alors, évidemment, dans le fil de ce que je viens de dire, eh bien, on comprend que la machine étant une clôture opérationnelle calculatoire, eh bien, elle n'a pas de milieu, c'est-à-dire qu'en gros, elle n'a pas d'ici et d'ailleurs, elle n'a pas d'horizon, c'est-à-dire un horizon dans lequel les données se détachent et qui n'est lui-même pas une donnée. La machine n'a que des données. Donc, elle a des données de capteur, qui n'est pas une perception. Un capteur n'est pas un outil de perception, c'est un outil de captation, c'est-à-dire de transformation en données de signaux qui sont physiques pris sur l'environnement, qui n'est pas un milieu pour la machine. On a des données de situation, on a des données sociales, mais qui ne sont pas des données d'interaction avec le social, de rencontre avec autrui, mais qui sont uniquement des données d'interaction, c'est-à-dire une formalisation, une séparation, hein, qui permet de rendre possible la manipulation. Donc, la séparation, condition de possibilité de calcul, est incalculable, comme je viens de le dire. La séparation ne peut avoir lieu qu'en contexte, et la machine n'a pas de contexte. Elle repose sur la séparation et ne peut en être le principe. Donc, du coup, puisque l'IAG repose sur une machine à calculer, puisqu'elle est qu'un procédé de calcul, eh bien, elle ne peut envisager un monde que s'il est déjà séparé, c'est-à-dire que, elle ne peut travailler que, par exemple, sur le monde des textes, qui sont déjà un monde séparé en documents, en graphèmes, etc. Et en tant que tel, elle ne peut travailler pas directement sur le monde, mais sur un modèle du monde qu'on lui aura déjà donné sous une forme tokenisée, hein, sous une forme particulière. Et donc, l'IAG ne peut être un outil spéculaire sur elle-même, c'est-à-dire elle ne peut que réfléchir en données ce qu'on lui a déjà donné sous forme de données. Si l'IAG parle, c'est pour répéter ce qui a déjà été séparé et pour produire de la nouvelle séparation en tant que telle, mais pas un engagement dans un milieu. Ce qui m'amène gentiment vers ma conclusion, puisque je vais me faire rappeler à l'ordre par René dans pas longtemps. L'idée, c'est que du coup, l'IAG n'est pas une modèle du monde parce qu'elle n'a pas de monde. L'IAG n'est pas un engagement dans le monde parce qu'elle n'a pas de milieu, elle n'a pas de monde non plus. Donc l'IAG, en revanche, peut nous servir de suppléance à nous qui sommes dans un monde et qui avons un monde. Donc, il n'y a pas de modélisation d'énonciation dans l'IAG, mais par contre, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il y a un travail sur les travails d'entités déjà séparées qui sont agençables en fait ad libitum. En fait, c'est ça l'intérêt de cet outil. Donc, on a bien
un modèle de contenu qui s'élabore, parce qu'il n'y a pas de modèle du monde, certes, mais il y a un modèle de contenu, un modèle d'entités séparées qu'on va réagencer à l'infini dans ces calculs. Et on a bien une performance, c'est-à-dire qu'on a bien un faire qui se programme et qui s'exécute. Donc on a un modèle du dit, un protocole pour interagir avec un dit, mais par contre, on n'a pas l'énonciation d'un dire et on n'a pas le modèle du désigné. Donc, tout ce qu'on a dit, en gros, c'est dire que c'est un fantastique outil de modélisation de ce qui a déjà été dit. C'est déconnecté d'un dire ou d'un désigné, hein. Et donc, c'est un nouveau dit qui est produit par réagencement d'un dit décontextualisé et détextualisé pour en faire un nouveau. Mais il n'y a pas de désignation, zut, il n'y a pas d'origine et il n'y a pas d'énonciation. Mais en fait, bon, du coup, on va dire, bah, en fait, c'est un discours qui est assez sévère pour l'IA générative. S'il n'y a pas tout ça, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Mais en fait, c'est pas forcément si problématique que ça, parce que cette critique que l'on peut faire à l'IAG, on peut la faire en fait à tout système d'expression, en fait, hein. Parce que si on prend la critique que l'on fait à l'IAG, c'est de dire c'est une détextualisation. Donc ça, c'est pas bien, parce que quand on va défaire quelque chose, c'est que c'est contre le faire qui l'avait construit. Et donc, il faudrait retrouver le texte derrière la manipulation de l'IA générative. Mais en quoi est-ce que le texte est l'entité qui serait le gage du sens et le texte serait le gage de l'énonciation fidèle, conforme à la production de sens et à sa réception? En fait, la textualité n'est pas plus originaire que le calcul, qui n'est même plus originaire que la parole, et la parole n'étant elle-même pas l'instance la plus originaire de la pensée. C'est-à-dire qu'on n'a toujours que des expressions, hein, de quelque chose, d'un vouloir exprimé qui est en retard, en décalage, en défaut, en incomplet, par rapport à un fond qui n'en finit pas d'être exprimé, de se réexprimer, dont l'identité est évanescente et qu'on n'arrive jamais à totalement assigner. Et donc, l'enjeu, c'est pas à travers l'IA générative de déplorer une totalité fautive et de vouloir la restaurer ou en construire une autre totalité que celle du discours. C'est pas une faute irrémédiable, hein, faut pas condamner l'IA pour ça. En revanche, comme tout système d'expression qui est infidèle, incomplet, temporaire, etc., il faut construire une culture. C'est-à-dire qu'en gros, la parole a inventé la rhétorique. Avec l'écriture, on a inventé la littérature, la littératie, la textualité, la culture lettrée, etc. Eh bien, en fait, il s'agirait peut-être d'inventer une culture, une épistémologie de la donnée qui permet de s'emparer de ce nouveau système d'expression pour exprimer, justement, pour pouvoir construire une nouvelle logique de contenu. Donc, si Bonjour, l'IA... Bruno. Pardon de t'interrompre. C'est vraiment un crève-cœur de t'interrompre parce que c'est tellement passionnant. J'ai deux slides de terminer. Je dois vraiment, oui, parfait. Donc, parce Voilà. qu'on a tout le temps pris là, sur ta conférence. Voilà, Merci. j'ai juste 2 minutes. Donc l'IA extrapole à partir des documents et du coup par ce réagencement et par cette logique culturelle que je viens d'évoquer, eh bien on voit que le réagencement peut devenir un prétexte à créativité, mais en fait comme tous les systèmes d'expression, en fait qui nous permet de trouver nous en tant que être vivant plongé dans un milieu, de pouvoir produire et inventer du sens grâce à ce réagencement qui correspond à quelque chose qu'on n'a peut-être jamais dit, qu'on n'a jamais pensé, qu'on n'a jamais rencontré avant. Alors ça, en même temps, c'est pas très nouveau non plus, hein. Si vous pensez à la musique acousmatique, à l'Oulipo, eh bien, c'est ce que les gens ont inventé à partir de systèmes d'expression déjà là. Alors les fameuses conclusions à laquelle j'arrive, donc l'IA est un outil de synthèse de contenu, comme je l'ai déjà dit. Ça produit donc des contenus sans lien avec un dire ni un désigné. Ça reste à la charge interprétative de l'utilisateur. Et donc, l'IA va fonctionner comme un outil de suppléance, hein, plutôt qu'un outil où on va avoir peur qu'il énonce à notre place ou qu'il connaisse à notre place, hein. En revanche, la conclusion sur laquelle je voudrais terminer, c'est de dire que c'est une suppléance, donc il serait dommage de s'en passer. Et en plus, c'est une suppléance qui serait étrange de critiquer parce qu'en fait, les critiques qu'on lui fait, c'est les critiques qu'on pourrait faire à tous les systèmes d'expression dont on dispose, y compris l'écriture, la littérature, etc. C'est qu'elle n'est jamais originaire, elle n'est jamais fidèle à l'attention, jamais conforme à la réalité, mais en revanche, puisque c'est un dit qu'on va recevoir comme tel, c'est toujours porteur via notre réception, en fait, d'un dit qui fait accéder à une vérité sur le désigné
et à l'énonciation possible par notre reprise dans un nouveau dire. Et donc, en fait, l'IA est un très très bel outil pour relancer l'inventivité expressive, mais qui reste à traduire en culture autour de cette nouvelle manipulation de l'expression. Et là, ce coup-ci, j'ai terminé, c'est promis. Oui, alors un immense merci, Bruno. C'était vraiment passionnant, tout à fait passionnant de t'entendre et j'en profite pour redire à tous hein, que les conférences vont être éditorialisées et disponibles sur le site de Edicem. Comme on a passé quand même, Bruno, tout le temps, en fait, toute l'heure sur ton... généralement, on prend un temps pour un débat. Maintenant, comme il est déjà 11 heures, ce que je propose, c'est d'enchaîner immédiatement, même si je suis convaincue, on a quand même 28 participants aujourd'hui, je suis convaincue qu'il y a plein de questions qui se posent, évidemment, dans tout ce fond sémiotique aussi où on se retrouve, certains d'entre nous. Ça serait vraiment passionnant de continuer, mais je propose qu'on passe tout de suite à la présentation de Marcello et que s'il nous reste du temps, bien sûr, qu'on réserve la période de commentaires et de débats pour les deux invités après la présentation de Marcello. Alors, je passe tout de suite la parole à Julie Michel qui va présenter la conférence et qui va présenter Marcello. Oui, oui, on va maintenant accueillir Marcello Vitali Rosati, qui est philosophe et professeur à l'Université de Montréal. Il est titulaire de la chaire d'excellence en édition numérique à l'Université de Rouen-Normandie. Ses recherches portent sur les enjeux philosophiques du numérique, notamment les transformations de l'écriture, de la publication et des pratiques intellectuelles à l'ère des plateformes. Et dans cette intervention, il propose de déconstruire l'idée selon laquelle la créativité serait une propriété exclusivement humaine. Il nous invite plutôt à repenser ce concept, souvent idéalisé, en le redéfinissant de manière plus rigoureuse et opératoire. Donc, à partir de cette redéfinition, il montrera que la créativité peut être formalisée et intégrée dans des systèmes algorithmiques. Et cette approche permet de déplacer le débat, peut-être. Donc, il ne s'agit plus d'opposer humain et machine, mais de questionner les cadres même à partir desquels nous définissons l'humain. Donc, merci, Marcello. On vous écoute. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, René. Et merci beaucoup, Bruno, parce que je peux commencer en faisant un petit résumé de ce qu'a dit Bruno. Parce qu'en fait, fondamentalement, je pense que ce que je vais raconter pourrait être une exemplification d'une chose qui est ressortie de façon très claire, à mon avis, de ce qu'a dit Bruno, qui est ce que j'aime appeler l'affirmation conditionnelle. C'est-à-dire, souvent on dit, est-ce que l'intelligence artificielle, par exemple, peut énoncer ou peut penser ou peut produire du sens ou peut être créative? Et en fait, j'ai envie d'interpréter ce qu'a dit Bruno, et tu me diras après, Bruno, si tu es d'accord ou pas, que en fait, la question est mal posée. La question à se poser, c'est qu'est-ce qu'elle modélise? De quoi elle est le modèle? Et en fait, ce que nous faisait voir très bien Bruno, c'est ce que j'appelle l'affirmation conditionnelle et qu'on retrouve dans les textes de Turing des 50. Hein. C'est-à-dire, Turing dit, est-ce que les machines peuvent penser? Et il répond en disant, ça dépend de comment on définit la pensée. Et puis il dit, si on définit la pensée comme ça, et si on définit la machine comme ça, alors oui, elle peut penser. Et là, Bruno nous disait une chose de ce type. Hein. Si selon une approche phénoménologique, on définit l'énonciation de cette manière, alors, un LLM ne peut pas énoncer. Mais si on le définit de façon purement structuraliste, si. Là, oui. OK? Donc, voilà, c'est ça que je voudrais faire exactement avec la créativité. Donc, la question que je voudrais poser, c'est cette question de l'affirmation conditionnelle. Mais avant de commencer, je voudrais faire une petite parenthèse pour dire de quoi on parle. Parce que en fait, ma préoccupation, c'est que souvent, quand on parle de IA, je déteste cette expression, je pense qu'elle veut rien dire en tant que telle. Je préfère parler d'approche algorithmique, je préfère parler d'approche computationnelle, je préfère parler de modèles, d'algorithmes, de systèmes computationnels. IA, ça veut dire peu de choses parce que très souvent, quand on dit la machine, etc., on parle de ces gens-là que je suis en train de vous montrer. Et donc, quand on parle de ChatGPT, hein, quand on parle de Gemini, quand on parle de ces choses, en fait, ce n'est pas de ça que je vais parler dans mon discours. Pourquoi? Parce que les enjeux sont un peu différents. Pourquoi ils sont différents?
Ils sont différents parce que déjà, ces applications sont des applications basées sur des LLM, ne sont pas des LLM. Les couches logicielles qui font la médiation sont plus nombreuses. Et en fait, le grand problème pour moi, c'est pas qu'il y ait beaucoup de couches, c'est surtout que ces couches sont inconnues ou en tout cas pas très bien connues. C'est-à-dire que le code, c'est que si on veut dire quelque chose d'intelligent par rapport à une application, il faut être capable de l'analyser de façon précise. On ne peut pas analyser de façon précise ChatGPT en tant qu'application parce qu'en fait, son code n'est pas accessible. On peut analyser des LLM particuliers quand on les connaît. Donc, je vais vous parler non pas des applications, parce que fondamentalement, on peut faire des hypothèses, on en sait quelque chose hein, quand même, parce qu'ils communiquent, mais en fait, je ne veux pas, je pense qu'il faut faire très attention quand on affirme des choses par rapport à une application, euh, quand on ne peut pas inspecter le code. Et ça, c'est le cas de la plupart. Et en fait, d'ailleurs, ce qui valait pour ChatGPT il y a quelques mois ne vaut plus aujourd'hui. De quelle manière les prompts sont enchaînés les uns avec les autres, de quelle manière des programmes sont appelés par le LLM, vous savez, le système des agents, c'est ça, hein, l'input en langue naturelle est processé, puis retransformé. Il y a toute une série de prompts qui sont enchaînés les uns avec les autres. Puis on appelle des logiciels, on ne sait pas exactement lesquels, on fait des requêtes sur le web ou pas. Donc, en fait, vous voyez déjà, c'est que disait Bruno, hein, on voit sur quoi le modèle est entraîné, sur quoi il travaille. Bah là, on peut le dire d'un LLM dont on sait, mais quand on commence à ne plus savoir quels sont les outils qui rentrent dedans, bah en fait, là, de quoi il est le modèle, et c'est ça un peu la question que je veux me poser, c'est plus difficile à se poser la question. Donc, évidemment, on en a une idée, mais je voudrais que l'idée soit un peu plus précise. Donc, je vais vous parler des principes des LLM, donc des Large Language Models. Je préfère traduire grand modèle des langues plutôt que des langages, parce qu'il me semble que l'utilisation du mot langage est un peu idéologique là-dedans. En anglais, il n'y a pas de différence entre language et language, mais bon, enfin, je préfère parler des modèles des langues, mais bon, on pourrait discuter sur ça. Donc, je parle des grands modèles des langues et je parle d'autres modèles avec des architectures semblables, c'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est fonction, ce qu'on appelle la fonction d'activation, c'est-à-dire que Bruno nous a montré comment fonctionne la vectorisation. Et en fait, la chose finale qui arrive dans ces systèmes, c'est que il faut sortir une distribution de probabilités. Ok, donc à la fin, c'est ça qu'on sort. Donc cette distribution de probabilités est obtenue à travers un calcul particulier et avec une fonction d'activation. La fonction d'activation dans tout calcul inductif, évidemment, à la fin, il y a besoin de quelque chose qui décide, qui dit oui ou non. Par exemple, si dans le cas d'un classificateur, hein, est-ce que c'est un chat ou pas? Bah, il me faut quelque chose qui à la fin tranche et qui me dise oui, c'est un chat, non, c'est pas un chat. Ça, c'est ce qui est fait normalement par ce qu'on appelle une fonction d'activation. Si vous y connaissez un peu, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'imagine que vous connaissez déjà. Donc là, je vais vous parler des systèmes qui ont une softmax comme fonction d'activation à la fin. Je vais un peu mieux expliquer ce que c'est pendant ma présentation. Alors, en fait, je vous propose donc dans ma présentation d'inverser les raisonnements, c'est-à-dire que au lieu de se dire est-ce que l'IA est capable, est-ce que l'IA est créative, est-ce que l'IA peut faire ça, ou encore pire, est-ce que la machine peut faire ça? Je vous propose de faire l'inverse, c'est-à-dire de définir le ça. Le problème est toujours celui-là. Le problème n'est pas la question des limites des machines, mais des limites de nos capacités de définition et de nos capacités de modélisation. Sur ça, peut-être on a une petite divergence avec Bruno, mais on en parlera s'il nous reste du temps dans les débats à la fin. C'est-à-dire que pour moi, tout est modélisable. Tout est modélisable. Il n'y a pas de limites intrinsèques à la modélisation. Il y en a à la computation, mais à mon avis, la modélisation peut aller un peu au-delà. Et en fait, je partirai de ces présupposés-là. Ben, en fait, on peut tout automatiser. La question est donc plutôt qu'est-ce que nous automatisons et pourquoi? Et très souvent, nous automatisons ce qui a peu de valeur. Donc, il y a une considération à mon avis, politique à faire, hein. Pourquoi aujourd'hui on automatise la créativité? Pourquoi on a commencé par automatiser le fait de moissonner les blés
ou de tisser. Et puis, aujourd'hui, on automatise la créativité. À mon avis, on automatise de plus en plus la créativité. Ben, je pense que c'est pas pour des questions de capacité, c'est pas qu'aujourd'hui nous sommes plus capables, c'est qu'on automatise ce qui n'a plus de valeur et on automatise la créativité parce que le travail créatif, c'est au fur et à mesure prolétarisé. C'est-à-dire que comme on automatise les calculs à partir du XVIIIe siècle, au moment où on se rend compte que les compétences mathématiques, en fait, ne sont plus rares et tout le monde a accès, et donc donc un enfant peut le faire. D'abord, on commence par dire une femme peut le faire, un enfant peut le faire, donc ça peut être fait par un subalterne, et donc je peux l'automatiser, hein. Et c'est comme ça que Babbage a son idée du difference engine, hein. C'est vraiment ça, l'idée de, on peut diviser ces tâches-là. Bah, en fait, on leur attribuait une grande valeur symbolique. Maintenant, on se rend compte que bah, elles n'ont pas une grande valeur symbolique. On peut les diviser et puis en fait, on les automatise. Donc en fait, je trouve que aujourd'hui, la question, c'est on a automatisé la créativité parce qu'en fait, il y a trop de poètes. ChatGPT sait écrire des poèmes parce qu'en fait, être un poète n'est plus une grande valeur aujourd'hui. Évidemment, c'est un peu caricatural ce que je vous dis, mais c'est pour pointer l'attention sur les raisons, hein, de l'automatisation. Donc, la question à se poser, ce n'est pas, à mon avis, de savoir est-ce qu'une machine peut-elle être créative? La réponse sera toujours oui, si. Et le oui, si, ça dépend de quel est notre modèle de créativité. C'est-à-dire que la mauvaise question, c'est est-ce qu'une machine peut être créative? Et la bonne question, c'est qu'est-ce qu'est la créativité? Et la question qu'est-ce qu'est la créativité devrait avoir une réponse formelle qui est un modèle de créativité. Une fois qu'on a défini, qu'on a donné un modèle de créativité, bah, en fait, là, on peut construire une machine qui implémente ce modèle-là. Et évidemment, on pourra aussi regarder différents types de machines pour voir si elles implémentent ou pas ces modèles-là, et donc si elles sont créatives ou pas par rapport à cette définition de créativité. Donc là, le raisonnement que je vais faire, c'est un raisonnement à l'envers. Je vais partir de ce que font les LLM et d'une certaine idée de créativité qu'à mon avis, ils implémentent et essayer de vous dire quelle serait la définition formelle de créativité que ces modèles proposent. Alors, cette définition, fondamentalement, se trouve dans un petit paramètre de la fonction softmax, qui est ce qu'on appelle température. Et donc, pour comprendre de quoi on parle, je voudrais rentrer un peu dans les détails de la fonction softmax que vous voyez ici. Alors, je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec des fonctions mathématiques, mais cette fonction est très simple et assez facile à lire, hein. Donc, c'est une fonction sigma de z de i, c'est-à-dire que vous avez une série d'éléments, hein, un groupe d'éléments de k éléments qui vont de 1 jusqu'à k, OK? Et ces éléments-là, donc pour chacun de ces éléments-là, vous pouvez calculer bah, quoi? Bah, sa valeur de probabilité. Et comment vous la calculez? Bah, vous voyez, la chose la plus simple pour calculer une chose de ce type, c'est on dit, bah, j'ai 3 pommes et une poire et une orange. OK, bah, quelle est la probabilité que je pioche une pomme? Quelle est la probabilité que je pioche une orange? Quelle est la probabilité que je pioche une poire? Bah, en fait, vous faites une fraction, hein, et vous dites, bah, je fais l'addition des 5, donc c'est 5. Et puis, bah, là, j'ai 3 poires, donc ça 3 pommes, donc ça va être 3 sur 5, tandis que l'orange, j'en ai une, donc 1 sur 5, etc. Donc, en fait, c'est ça les principes, hein. On fait une addition, une somme, c'est ce que vous voyez au dénominateur, et en haut, vous avez une fonction, la fonction exponentielle, dont je vais parler un petit peu tout à l'heure, mais donc c'est assez simple, hein. On veut avoir une distribution des probabilités. Donc, on veut avoir quelque chose qui me revient, hein, sur 100 probabilités, combien de probabilités j'ai d'un token particulier. Alors,
pour comprendre ça, revenons un instant, mais je vais y aller très vite parce que Bruno en a déjà parlé longuement. C'est quoi un LLM? Ben, en fait, un LLM est un modèle qui apprend la probabilité d'un token T, étant donné les tokens T-1, soit là, la formulation mathématique, donc, hein, c'est la formalisation, c'est celle-là. C'est-à-dire, j'ai une situation, là, vous voyez à l'écran, hein, Harry Potter was a highly unusual boy, least favorite teacher, professor. Et puis, voilà, là, nous avons une distribution des probabilités ici qui me donne des probabilités de tokens qui peuvent venir après. Alors, je vais vous faire un exemple très simplifié pour comprendre comment ça marche. Alors, admettons que j'ai un corpus d'entraînement. Le corpus d'entraînement suivant, vous comprendrez l'hommage à Jacques Dutronc dans mon exemple. Donc, j'ai ces 10 phrases-là. Et donc, j'aime les roses rouges, j'aime les roses blanches, j'aime les fonctions mathématiques, j'aime les chiens, j'aime les filles qui font vieille France, là c'est la chanson de Dutronc, etc., etc. Là, vous avez donc des résultats qui me donnent, bah, j'ai 3 fois rose, j'ai 2 fois fonction, j'ai 1 fois chien, j'ai 4 fois fille. Et en fait, je veux calculer si j'ai la phrase j'aime, ou j'aime les plutôt, bah, si j'ai ces tokens-là, évidemment, parenthèse, je suis en train de simplifier, hein, comme Bruno le disait, les tokens ne sont pas des mots, c'est un peu plus complexe que ça, et en fait, le système d'entraînement est plus complexe que ça, c'est pas juste qu'on compte combien de fois j'ai la même phrase, mais on peut dire que ça revient plus ou moins à une situation de ce type-là, hein. Donc, un corpus qui me montre des patterns statistiques. Ces patterns sont transformés en des chiffres qui sont des chiffres absolus. 7, 28, 150, moins 3 aussi. Donc ça, c'est ce que je vais avoir à la fin. Et en fait, le problème, c'est comment je fais pour transformer cet ensemble de chiffres en quelque chose qui ressemble à une distribution des probabilités, c'est-à-dire quelque chose de normalisé sur 100 qui me dit un token, quelle est sa probabilité de sortir sur 100. Voilà. Et donc, ça, c'est ce que fait la softmax. Alors, la softmax, à la base, on utilise, pour normaliser, on utilise la fonction exponentielle, donc E de Z. Donc, E, vous savez, c'est les nombres dollars. C'est quelque chose qui est très intéressant, hein. Pourquoi on fait ces choix-là? Ces choix, on le fait, donc, c'est les nombres qui est à la base du logarithme naturel, la fonction dont la dérivée est la même que la fonction. Donc, vous voyez, il y a une fonction qui est utilisée très souvent pour la normalisation parce qu'elle a des propriétés particulières qui rendent l'algorithme plus harmonieux. Là, c'est typiquement le gradient descent, évidemment, puisqu'on fait la dérivée ou utiliser un nombre qui nous donne quelque chose qui est semblable. Donc, la dérivée est pareille à la fonction. Ben, en fait, ça nous aide à la régularité des calculs et de la backpropagation, hein. Donc, bon, c'est juste, peut-être certains comprendront l'idée, mais si vous connaissez pas les points mathématiques, en fait, il suffit de retenir que là, on va normaliser cette distribution sur 100. Et en fait, la fonction exponentielle nous permet de souligner un peu des différences de pourcentage. C'est-à-dire, pour faire en sorte que l'algorithme soit capable de choisir le token, on va essayer de augmenter un petit peu, mais de façon normalisée, hein, les chances des tokens qui sortent le plus souvent. Parce que sinon, en fait, l'algorithme ne serait pas capable de choisir parce que les pourcentages naturels seraient trop proches, hein, si on n'utilisait pas la fonction, la fonction exponentielle. Bon, voilà, donc ça, c'est ce que nous avons et nous les calculons. Là, vous voyez le résultat, nous appliquons à ces chiffres de départ que nous avions, rose 3, etc., etc., nous appliquons la fonction et nous avons des résultats. Donc, nous appliquons pour Z les différents Z, I et nous avons donc les résultats
Donc, les numérateurs, comme je vous le disais, est constitué par la fonction exponentielle, donc qui a pour base les nombres d'Euler, et pour exposant donc z de i, à savoir les chiffres auxquels nous sommes en train d'appliquer l'équation, et les dénominateurs est la somme, l'addition de tous les z de 1 à k, auxquels on applique évidemment la fonction exponentielle. Et là, nous avons nos résultats. Zoom est insupportable parce que j'ai un truc devant mes diapositives, donc je n'arrive pas à les voir. Voilà, oh, je l'ai enlevé. Là, nous avons ce que nous donne la fonction exponentielle. Vous voyez, la fonction exponentielle augmente la chance de phi qui était, en fait, qui apparaissait 5 fois sur 10. Là, en appliquant la softmax, j'ai 64%. Donc, c'est un plus que 50%, et les autres donc sont un peu moins. Donc en fait, on calque les résultats, on souligne, on donne plus de chances aux résultats qui sont les plus probables, on augmente la probabilité. Hein. OK, mais dans tout ça, la créativité, elle rentre où? Bah, en fait, la créativité peut être comprise et modélisée plutôt par ces types d'approches avec une petite ruse mathématique qui est ce petit bêta qui, vous voyez, on va multiplier l'exposant zi par un bêta qui évidemment donc augmente le résultat, c'est-à-dire ce qui se passe, c'est que notre chiffre va être modifié. Comment il va être modifié et pourquoi on appelle température? Bon, l'idée des températures est une idée qui est reprise de la physique. C'est une métaphore, hein, évidemment, et l'idée c'est que la plus haute est la température et plus un système est désorganisé. Donc, on augmente la température et on diminue l'organisation du système. Et la température, ici, est les réciproques de bêta, c'est-à-dire c'est 1 sur bêta. Donc, le plus gros est bêta, hein, la plus petite sera la température. Donc, en fait, si on augmente la température et donc si on diminue bêta, la différence entre les pourcentages de la distribution des probabilités sera diminuée. Et la probabilité sera donc distribuée de manière plus homogène. Intuitivement, les écarts entre les termes le plus probables dans notre exemple fille et les termes le moins probables, chien, sera plus petit. Donc là, si on fait nos calculs, si je mets une température à 5 et donc B égale 1 sur 5 égale 0,2, nos chiffres seront transformés comme suit. Là, voilà, nous avons donc un nouveau dénominateur et nous avons une nouvelle distribution de probabilité qui est celle-là. Là, vous voyez que phi qui était à 64% arrive à 33% avec une température de 5. Rose arrive à 27, c'est-à-dire qu'il y a plus ou moins la même probabilité. Donc cet algorithme, avec une température plus élevée, il va nous sortir, quand on lui demande devine les tokens, il va nous sortir un token qui est en absolu moins probable. Dans la représentation dans les corpus, serait moins probable. En fait, on a normalisé d'une autre manière en réduisant les différences et en rendant donc plus probables des termes qui les sont moins. Donc fondamentalement, on pourrait se dire, oui, mais d'accord, mais non, mais la créativité permet aussi de sortir quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Et donc, quid des probabilités zéro? La créativité, c'est aussi, ça peut être aussi la capacité de sortir quelque chose qui n'est pas seulement moins probable, mais qui est absolument impossible dans le sens qu'il n'a pas été observé avant. Bon, ça aussi est modélisé par les algorithmes, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça prendrait un peu trop de temps, avec un processus qui s'appelle smoothing, qui consiste à enlever toutes les probabilités zéro. Donc, toute probabilité est présente. Et puisque d'ailleurs, les tokens ne sont pas des mots, mais sont plus petits que les mots, même l'invention de mots qui n'existaient pas dans les corpus est possible. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que on évite les probabilités zéro.
si on augmente la température, des probabilités petites deviennent plus importantes. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans les comportements finaux? C'est quoi ce qui ressort comme étant créatif selon cette définition formelle? Bah, en fait, c'est un comportement qui dévie de la distribution normale des probabilités, et c'est ça qui est important, puisque c'est basé sur une normalisation des probabilités observées, en fait, ça garde un sens et une cohérence. En fait, je trouve que c'est une définition de créativité. Je souligne, hein, là, je ne suis pas en train de dire que c'est la définition de créativité. Je dis que si nous définissons la créativité de cette manière, alors un LLM est créatif. Évidemment, on pourrait les définir autrement et trouver, par exemple, qu'il y a un rôle important dans la créativité, dans l'énonciation, comme l'a définissait Bruno tout à l'heure. Bah alors, l'LLM n'est pas créatif, hein. Donc, ça, Mais en fait, je trouve que c'est une définition assez intéressante, hein. On a les comportements créatifs est un comportement qui est surprenant, effectivement. Turing en parlait, hein, de la question de la surprise dans son article justement sur de 1950. Donc, qu'est-ce qui nous surprend? Ben, c'est une bonne définition formelle de dire qu'une chose qui nous surprend est une chose qui est moins probable que le normal. Donc, si nous sommes habitués à voir des patterns statistiques dans le monde qui nous entoure, bah, quelque chose qui ne correspond pas à ces patterns statistiques peut nous surprendre parce que ça, on ne pouvait pas l'anticiper, hein. C'était peu probable. Mais par contre, attention, parce que c'est pas les n'importe quoi non plus, la créativité. Donc, ce n'est pas juste une chose qui nous surprend, mais qui n'a aucun sens, hein. Euh, c'est une chose qui nous surprend, mais qui continue à avoir du sens. Et donc, c'est cette petite ruse mathématique qui consiste à dire, bon, c'est moins probable, mais c'est quand même possible, donc j'augmente la probabilité. Donc, les comportements dans l'ensemble, parce que c'est pas seulement donc dans la production d'un token, mais c'est dans l'ensemble du comportement, hein, cette augmentation des valeurs moins probables, ce lissage de la distribution des probabilités qui fait en sorte que le comportement global dévie de la norme, mais garde en même temps l'essence globale. Donc, c'est, à mon avis, une excellente définition de créativité. Et là, on pourrait se dire, bon, est-ce que c'est la bonne définition? Et puis, on pourrait avoir plein de gens qui commencent à dire, mais moi, je définis la créativité autrement, etc. À mon avis, est-ce la bonne définition? Ça, c'est la mauvaise question. C'est une définition qui est bonne parce que elle est formelle, elle est claire, elle n'est pas ambiguë. Donc, en fait, le problème, c'est que très souvent, nos critiques au LLM ou aux différentes applications sont des critiques qui sont basées sur la non-explicitation de ce que ces modèles n'ont pas. On peut évidemment dire, ben oui, mais pour moi, la créativité implique une autre chose, d'accord? Mais si on est capable, et c'est ça mon point de vue, si on est capable de nommer et d'expliciter cette chose, peut-être la machine en question, donc l'LLM, peut-être ne pourra pas être créative. Mais on pourra créer une autre machine qui sera capable d'implémenter cette chose. Ça, c'est ce que disait von Neumann quand il disait, vous dites qu'une machine ne pourra jamais faire X. Si vous me expliquez précisément ce qu'est ce X, je vous ferai une machine qui fait exactement ça. Et ça, je pense, c'est le fond de mon discours. La question n'est pas celle des limites des machines, la question c'est celle des limites de nos capacités de définition et de compréhension du monde. La question n'est pas de savoir si la machine peut ou pas être créative, la question c'est de savoir si nous sommes capables de donner des définitions de créativité et de comprendre ce que c'est que la créativité. Et quand on se dit, hein, mais pour moi la créativité c'est plutôt autre chose, ben, je vous répondrai, give me the formal definition. Si vous me donnez la définition formelle de ce qui vous manque, bah, il sera possible de construire une machine qui fait exactement ça. Et puisque j'avais préparé une présentation des 30 minutes, j'ai récupéré le temps pour 30 minutes de débat. Merci.
Alors, un grand merci, Marcello. C'était vraiment passionnant. Et les deux conférences, tout pris tous ensemble, c'est absolument passionnant. Puis effectivement, c'était bien que tu fasses la présentation, Marcello, après, parce que c'est presque une continuité de ce que Bruno nous a si bien expliqué. Alors, j'imagine qu'il y a des questions. Moi, j'en ai une première. Disons, je vais rebondir tout de suite sur l'intervention de Marcello. En termes justement de définir une créativité, donc, et puis qui va dans le sens de ce que Bruno nous disait, hein, c'est une affaire de calculabilité. C'est une affaire de calculabilité. Et puis Bruno nous a bien dit quelles sont les limites de la calculabilité, c'est-à-dire notre préhension du monde qu'une machine ne pourrait pas faire, comme Bruno nous l'a très bien expliqué. Et donc, la question revient à dire, et puis ton exposé Marcello va dans ce sens. Si on est capable de formaliser une définition de la créativité d'une façon ou d'une autre, on peut bien sûr produire des objets qui vont aller dans cette définition. Mais on passe toujours par un processus de formalisation d'une façon ou d'une autre. Je voudrais juste souligner, par exemple, que on connaît tous les GAN, par exemple, hein, les Generative Adversarial Network, qui est certain, justement, pour essayer de contourner le problème de la récurrence finalement des éléments dans un corpus, pour aller chercher la perle rare, chercher l'exception. Et ce que tu nous montres, Marcello, comment on peut mathématiquement le produire, ben, il y a des gens qui ont développé des algorithmes qui s'appellent des CAN, CAN pour Creative Adversarial Network, qui marchent comme des GAN, mais qui, justement, induisent dans le processus des éléments qui pourraient, entre guillemets, conduire à des exemples, donc à des occurrences qui sont rares, qui ne sont pas courantes, qui ne sont pas basées simplement sur les occurrences comme tu l'as montré. Alors, je vais laisser la parole à Bruno qui veut commenter, et puis il y a Louis-Olivier aussi tout de suite après. Louis-Olivier avait élevé la main avant moi, hein, en Ah toute bon, rigueur. alors je m'excuse, j'avais pas regardé, j'ai regardé juste. Alors on y va avec Louis-Olivier et Bruno par la suite. Ah, merci pour la prise de parole, Monsieur Bachimon. Mais en fait, la question, en fait, vous est adressée. Là, moi, je suis un disciple de Marcello, donc je le connais très bien. Je connais aussi assez bien vos travaux que j'ai énormément cités. Donc, la question que je vous adresserai, en fait, c'est par rapport à la question de la dissociation, en fait, là, donc, que vous exposez là, assez localement, donc, entre la machine et donc la question du sens et du référent, donc ce que nous pouvons dire. Et ben, je voudrais citer là, Catherine Hales qui nous propose en fait de, 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 de considérer en fait que les ordinateurs ont eux aussi des corps et produisent eux aussi en fait une forme de ce qu'elle appelle, faute de meilleur terme, world view, une représentation du monde grâce en fait à leur fonction incorporée, donc de computation qui repose en fait sur des fonctions en fait matérielles. Donc, je vais juste citer un bref passage. Là. Elle nous dit, however, an important asymmetry emerges here for the fact that biological brains use input from their environments, sensory systems, and bodily function to achieve cognition does not mean that computers must also be embodied and enworld in the same way as humans to engage in meaning-making practices. Donc, ma question, en fait, la question que je vous adresse, c'est quand les ordinateurs, en fait, ont un rapport au monde, par exemple, avec des capteurs de température, de vision, etc., en fait, dans quelle mesure, en fait, répondez-vous à cette posture, en fait, cyber-biologique, où les ordinateurs pourraient aussi produire, en fait, des pratiques de formulation du sens? Et si vous me permettez, juste avant que tu interviennes, Bruno, c'est vraiment exactement l'hypothèse de Yann LeCun, hein, comme on sait, Oui, c'est ça, oui. Oui. et qui passerait justement d'un paradigme des LLM qu'il critique amplement pour aller vers un paradigme de Word Model qui justement reposerait sur une capture des sens finalement, des impressions sensorielles. Alors, Oui. oui, Bruno. Bah, merci pour la question. Effectivement, c'est l'une des questions principales et elle est fascinante. Alors, moi, ma manière d'y répondre, j'ai pas vraiment de réponse, mais je pense que la question est mal posée. Oui, on va reprendre un peu. Je vais faire au Marcello là. Parce que
dire que le problème de l'ordinateur, c'est pas qu'il soit immatériel, évidemment qu'il a une matérialité et que du coup il a un ancrage dans le monde. La seule chose, c'est que cet ancrage n'est pas celui du corps au sens du corps vivant. Il y a bien une matérialité, mais là où je trouve que Yann Lequesne et ce que vous citez et la personne que vous citez vont trop vite, c'est de dire si matériel, alors il y a corps. Ben non, parce que dans l'univers, tout n'est pas corps. Aussi, évidemment, c'est corps au sens de la mécanique, mais pas au sens de la biologie. Et donc le clivage auquel on est en train d'assister, longtemps l'IA s'est constitué entre le clivage entre la machine et la connaissance. En fait, le clivage, on est en train de retrouver un vieux débat qui, avant l'IA, c'est la machine et le vivant. C'est-à-dire en quoi est-ce que la machine est capable de reproduire le vivant ou d'être un statut équivalent au vivant par d'autres moyens. Et là, pour moi, la réponse est plutôt non, dans la mesure où justement, c'est ce que je disais sur la séparation, c'est que la machine, tant qu'on l'a fait avec les principes qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en tant qu'on repose sur cette technologie physico-calculatoire que l'on a, eh bien, elle ne possède pas les propriétés du vivant, c'est-à-dire le fait d'avoir un ancrage et un horizon, par exemple. Ça, c'est dire, on cite Licard, mais longtemps avant, vous savez, les bouquins de Roger Penrose, je ne sais pas si vous avez fréquenté. Donc, c'était voilà, le Emperor fondement de Mind, l'esprit. The Voilà, Emperor c'est ça. Mind. Exactement, merci Marcello. Et en fait, il a exactement cette... bon, il prend ça de manière très méthodique parce qu'il dit, voilà, prenons la science de la matière telle qu'on l'a aujourd'hui, le statut que possède la matière d'un point de vue de la science, et donc elle est intégralement descriptible par le calculatoire. Et donc, tant que le calculatoire est la base de notre technologie et notre science, elle ne saura pas aborder le vivant. Or, il se trouve que la connaissance est un attribut du vivant et que la pensée est un attribut du vivant. Et donc, à ce moment-là, eh bien, autant on peut modéliser par le calcul ces fonctions-là, comme Machelot l'a rappelé, c'est pas pour ça que le modèle remplace le phénomène modélisé. Pour ça, il faut passer par un intermédiaire, ce que Marcello a dit, c'est-à-dire qu'il faut rapporter le phénomène à une formalisation qui en tient lieu comme outil de travail. Et donc là, à ce moment-là, ça fonctionne. Mais en revanche, c'est pas pour ça que ontologiquement et même phénoménologiquement, ça aura le même statut. Moi, quand je prends l'avion, je prends un vrai avion. Je ne navigue pas dans un modèle numérique d'avion. Hein. C'est-à-dire que le modèle numérique qui a permis de faire l'avion n'est pas le modèle qui vole. Le modèle qui vole, c'est l'avion réel. Et donc, bon, c'est un vieux truc qu'avait également dit, comment il s'appelle, John Searle, hein. Quand j'ai un modèle d'incendie sur mon ordinateur, je le fais tourner, mon ordinateur ne brûle pas. Hein. Voilà, donc ça, c'est des vieux classiques, mais je pense que c'est exactement le lieu du débat. En revanche, un peu quand vous parlez de cyberphysique, moi, ma grande interrogation, c'est le mélange techno-vivant. Et ça, j'avoue que c'est un peu un impensable. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça donne que cette plasticité du vivant, sa capacité d'inventer en milieu, hein, puisque c'est pour moi le vivant, de ce côté-là, je suis très simondonien, hein, le vivant, c'est ce qui permet de s'individuer en permanence, en fait, et d'inventer une réponse en situation. Et donc, qu'est-ce que donne, en fait, l'intégration de cette capacité de plasticité du vivant, qui est en fait non calculable, en fait, parce qu'en fait, on revoit le voie du calcul au fur et à mesure, hein. C'est bien décrit par Longo d'ailleurs dans son dernier ouvrage. Et cette capacité calculatoire qui permet de créer de l'inédit. Parce que là, ce qu'on vient de dire, voir avec Marcello, et ce que j'avais dit aussi peut-être plus maladroitement avant, c'est que le calcul est une fantastique outil de réagencement. Et donc, puisqu'on réagence, bah, on fait sortir de l'inattendu. Alors, en écoutant Marcello, je voulais absolument. J'anticipe ma question à Marcello. Mais il y avait une phrase que j'aime bien de. Ah, comment il s'appelle, le professeur au Collège de France? Euh, Ah, j'ai oublié Bientôt. son nom. Hein, Bientôt. Alain Berry, Bertrand. Claude Berry, non pas Claude Berry, Michael Berry, Michel Berry, qui dit l'ordinateur c'est complètement con et c'est précisément pour ça qu'il me surprend tout le temps. Hein. Et je trouve que les deux phrases, les deux morceaux de la phrase sont très très intéressants. Parce que, effectivement, l'ordinateur est complètement con, parce que c'est une clôture opérationnelle calculatoire. Il n'a pas de monde, il ne sait pas ce que c'est que le monde, et il repart sur une séparation qui a déjà eu lieu. En revanche, puisqu'il n'est pas vivant, eh bien, il n'arrête pas de nous surprendre parce que nous faisons sortir en fait de notre milieu et notre condition de vivant. C'est exactement ce qu'ont vu les artistes. Les artistes, ils ont bien vu que en manipulant de manière systématique, combinatoire, exploratoire, le monde du séparé, eh bien, ils inventent de nouvelles modalités de la séparation esthétique.
L'Oulipo, c'est exactement ça. La musique acousmatique de Pierre Schaeffer, c'est exactement ça. Il rend audibles des sons qu'on n'avait jamais entendus avant, grâce au fait de pouvoir les manipuler techniquement, calculatoirement. Hein. Et donc, et donc pour moi, il faut surtout pas les rabattre l'un sur l'autre. À mon avis, c'est effacer le problème en l'ignorant. C'est précisément de garder les deux polarités parce que ce qui se passe, c'est ce qui se passe entre les deux. C'est-à-dire comment le vivant s'empare d'un technique qui n'est pas vivant et comment le technique transforme le vivant qui n'est pas technique. Hein. Et tout l'enjeu, il est là. C'est pour ça que ce qu'on parle avec l'IA générative est aussi passionnant. C'est parce qu'en fait, c'est une nouvelle modalité d'agencement dans l'inventivité du vivant que nous sommes, hein, du vivant esthétique. Et donc, en voulant marier les deux, en disant que l'ordinateur a un corps, je pense que d'abord, d'une part, c'est faux, et en plus, c'est une manière de ne pas comprendre ce dont on parle. C'est-à-dire de parler, on parle justement de corporalité, hein. C'est la différence entre le live et le Körper chez Husserl, hein. La chair et le corps, c'est pas la même chose. Le corps physiologique modélisable par la biologie, c'est pas le corps vivant dans lequel qui vit justement. La biologie, comme vous le savez, ne sait pas ce que c'est que le vivant. Elle s'en défend bien de le définir, hein. C'est un peu comme l'origine des langues en linguistique qu'on ne veut pas aborder. Eh bien, c'est bien un sujet que la biologie ne peut absolument pas aborder, c'est ce qu'est le vivant. Parce que précisément, c'est un peu d'ailleurs la question que je vais poser à Marcello, on ne sait pas le formaliser, on ne sait pas le modéliser. Donc, on ne sait pas faire de science du vivant et d'ingénierie du vivant parce que tout simplement, on ne sait pas ce que c'est. Et là où je rejoins Marcello, mais je vais avoir ma question pour lui, c'est que quand on ne sait pas modéliser, ben, on ne sait pas en faire la science. Donc, on refuse d'en parler. Donc, l'origine des langues, on refuse d'en parler. Le vivant, on refuse d'en parler. L'ingénierie du vivant part du vivant pour faire du vivant. Et quand elle part du non-vivant, elle fait du non-vivant. Mais il est hors de question de parler du vivant en tant que tel. Alors maintenant, je ne sais pas si ma question, ma réponse vous agrée, Louis-Olivier, hein. Peut-être que je vous vois faire la moue. Donc... J'aimerais juste, en fait, souligner, en fait, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais là où je crois qu'il y a un écart, c'est quand on considère la représentation d'un organisme interne comme une bactérie ou une chauve-souris ou quelque autre créature vivante ou non vivante, et c'est là où les ordinateurs peuvent éventuellement avoir une Oui. représentation du monde réel. C'était ça mon intervention. Alors ça, je suis d'accord parce que, attention, évidemment, la difficulté du vivant, c'est que n'importe quel état du vivant, état d'équilibre, est modélisable. Et donc, en revanche, le passage d'un état à l'autre, c'est une nouvelle modalité de la séparation, et ça, on ne sait pas le modéliser. Et c'est ça qui est difficile dans le monde de la culture, etc. C'est qu'à un moment donné, il n'y a rien qui, a posteriori, ne soit pas modélisable, parce que justement, on apporte la séparation qu'il faut pour en faire un modèle. La question qui se pose, c'est comment ça évolue. Et même par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à un état, nous, on a un exemple avec nos collègues de biologie, en fait, qui font des organes artificiels. Donc ça, on est vraiment sur le truc, hein. C'est comment avoir un outil qui remplace un organe. Hein. Donc on est vraiment dans le cœur du problème. Et donc, on a des exemples, hein, qui ne fonctionnent pas si mal. C'est par exemple la dialyse. La dialyse, c'est comment un rein artificiel peut remplacer les fonctions physiologiques d'un rein naturel. Ça marche pas mal. Maintenant, ils se sont dit, bon, bah, on y va, hein, on sait faire. Donc, on va prendre un truc vraiment utile, le foie. Donc, prenons le foie. Et donc, les ingénieurs arrivent, comme d'habitude, un peu, ils avaient pris la casquette de Marcello. Il dit, bah, donnez-moi une définition du foie. Comme ça, moi, je vous ferai le modèle qui va avec. Bah, sauf que les biologistes, les médecins sont incapables de donner une définition du foie. On ne sait pas à quoi sert le foie. Oui, mais donc, Et même d'un point de vue fonctionnement, on voudrait juste dire quelles sont les fonctions assurées par le foie, dépendamment de comment il marche à l'intérieur, hein. Mais on veut juste savoir à quoi sert le foie dans l'organisme. Alors évidemment, on a deux, trois fonctions qu'on a repérées, mais en fait, il y en a plusieurs centaines. On en connaît à peu près 10 à 15%. mais Et justement, donc mais du coup, Alors, c'est je vais ça. donner la parole à Marcello. C'est ça les points. Désolé, je t'interromps, mais parce que je suis passionné. Justement, la question, c'est donc la question de ne pas savoir. La question, c'est celle des limites de la connaissance, à mon avis, et pas celle des limites du modèle. C'est-à-dire que, et là, je vois dans les chats des choses, tout ce que je déteste, l'amour n'est pas modélisable, mais bien sûr que l'amour est modélisable si on a une définition. En fait, si on ne peut pas les modéliser, c'est parce que la définition n'est pas claire. Les émotions ne sont pas modélisables, mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, l'émotion est modélisable dans la mesure où on la connaît. Là, je renvoie à Donald Knath. On parlait des prix Turing tout à l'heure, là, il y en a un autre, Donald Knath, qui dit c'est la différence entre l'art et la science. La science, c'est quelque chose que je connais assez bien pour pouvoir faire un modèle et qui donc une machine ensuite peut le faire. Là, je ferai une chose une distinction assez importante par contre donc là, ça serait ma réponse à la question, hein, qu'est-ce qu'elle est vivant? Ben justement, le problème, c'est qu'on ne sait pas. c'est Si on ça. le savait, ça serait modélisable.
Mais si C'est on pas ne pour sait ça que ça pas, n'existe pas. C'est pas parce que mais c'est pas parce qu'on ne sait pas dire ce qu'est le vivant que le vivant n'existe pas. Il n'y a pas une non, différence avec les autres, hein. Voilà. bien sûr, mais Si vous me permettez, oui, je De quoi voudrais je me mêle, René? oui, simplement pour mon rôle de modérateur, modératrice aussi, je voudrais simplement vous souligner cet ouvrage qui serait absolument intéressant Oui, de Edelman, bien sûr, c'est dans les mêmes parce choses que, de Penrose. oui, tout à Oui, fait. Donc, cet ouvrage hein, qui a été signé par Elderman et Tononi oui, également, qui est finalement un Universe of Consciousness. Hein. Le grand problème, j'ai envie de dire, qui chapeaute tout ce qu'on discute actuellement, les oui. émotions, etc., c'est derrière le problème de la conscience qui est probablement le plus grand Hmm. Ouais. problème actuel de la science. Et le point que je veux dire par rapport à ça, c'est que actuellement, dans les recherches neurophysiologiques, là, il y a des va-et-vient qui sont absolument étonnants entre, vous savez qu'on peut, par exemple, avoir une photo, prendre, modéliser finalement le fonctionnement du cerveau à l'intérieur de façon de plus en plus détaillée. Donc, oui, c'est modélisable. Et dans la recherche en biologie au niveau neurophysiologique, on utilise des modèles d'IA parce que des réseaux de neurones qui sont reliés à telle ou telle fonction deviennent d'une complicité telle que pour pouvoir justement réduire le fonctionnement du vivant à quelque chose de saisissable par notre entendement, il faut absolument passer par une modélisation informatique. Et donc, ça devient intéressant parce que le fait de dire que le vivant n'est pas calculable, le fait de dire qu'on ne sait pas ce que c'est le vivant, Bruno, je contesterais cette idée-là parce qu'on le sait de plus en plus. On peut Non, synthétiser, par justement. exemple, de façon artificielle de l'ADN maintenant. On peut donc, et c'est une question de la frontière de la connaissance, comme Marcello le disait. Donc, je m'excuse d'avoir un petit peu interrompu mais je voulais mettre cet élément-là dans le débat, là. Edelman, les travaux de Edelman, donc déjà dans les années 80, c'était des travaux contre le computationnalisme avec des arguments semblables à ceux que donnait Bruno, qui me semblent des arguments évidemment très très forts, hein. Bah en fait comme Penrose, qui concerne la spécificité du vivant, justement qui ne peut pas et ça c'est vrai. Le vivant ne peut pas être réduit à une machine de Turing idéale. Ça, c'est ce que dit Edelman, c'est ce que dit Penrose. Et ça, c'est évidemment vrai. C'est-à-dire qu'il y a des aspects du vivant qui peuvent être modélisés avec une machine de Turing, ça c'est oui, ça dépend desquels, mais que le vivant, un vivant n'est pas une machine de Turing, ça c'est évident. Par contre, il y a une petite chose aussi que je voulais faire, peut-être un peu en réponse à la question de Louis Olivier, mais je ne sais pas si un complément ou un désaccord avec Bruno, tu me diras Bruno, mais une chose, selon moi, sur laquelle il faut faire attention, c'est que les ordinateurs et les applications que nous utilisons ne sont pas des machines de Turing idéales. Et selon moi, ça, c'est important quand même à souligner. C'est-à-dire que certaines limites du système computationnel en tant que tel, par exemple des fonctions non computables, ne sont pas forcément des limites de la machine réelle. Et c'est pour ça que la matérialité, ce qui ne veut pas dire que la machine a un corps, hein, mais ce qui veut dire Hmm. que le système computationnel est un système qui est fermé, un système formel clos. Bah, dès que j'ai accès, par exemple, à la température du CPU de la machine, bah là, le système, il est plus fermé. Hein, il est ouvert à quelque chose d'externe qui n'est donc pas déterministe et qui donc, en fait, ça ressemble beaucoup plus à une Oracle machine telle que la définissait Turing, c'est-à-dire une machine de Turing, mais avec une boîte noire qui donne des inputs, on ne sait pas trop quoi, peu importe d'ailleurs quoi, que à la machine de Turing idéale. Donc, en fait, par exemple, dire ça, une machine ne pourra pas le faire parce qu'il y a le théorème de Gödel, c'est faux. Parce qu'en fait, le théorème de Gödel vaut pour les systèmes computationnels, donc vaut par rapport à un certain modèle de machine, justement, mais pas la machine en tant que telle. Parce que, justement, le modèle, il n'a pas accès à la température de la CPU, donc par exemple, il ne pourra jamais sortir un nombre random absolu, parce que ce n'est pas possible d'un point de vue computationnel. Mais la machine, elle peut. Parce que random, c'est je vais prendre la température de la CPU ou je vais prendre ce que me donne un capteur quelconque, peu importe quel est le. Donc ça, c'est selon moi assez important à souligner, c'est que certaines limites du modèle computationnel, ou plutôt de la computation, ne concernent pas forcément certaines machines réelles. Et donc, il y a peut-être des choses que nous pouvons modéliser automatiquement.
Ouais. Alors moi, effectivement, je suis pas tout à fait d'accord avec ça pour deux raisons. La première, c'est que l'oracle, même s'il est extérieur à l'algorithme en tant que tel, ça, je suis d'accord avec toi, il reste quand même sur la nature d'une donnée. C'est-à-dire qu'en fait, il est déjà formaté et formalisé, c'est-à-dire qu'il est issu d'un processus de séparation, comme je l'ai évoqué. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que je pense pas que ça fasse sortir du cadre de la machine de Turing, parce que justement, comme Turing l'a montré, l'oracle, c'est une donnée qu'on ne sait pas d'où elle vient, mais c'est une donnée. Elle est utilisée comme une donnée par l'algorithme, et donc on ne sort pas de la calculabilité en tant que telle. On reste toujours dans ces choses-là. En revanche, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, il faut pas penser l'algorithme uniquement comme une puissance de calcul, il faut également intégrer les données en tant qu'elles représentent qu'on lui a fournies. Et là, tu as raison, effectivement, elles ne sont pas toutes de même nature. Ça, je te rejoins. Il y a les données du problème et les données extra, comme l'oracle, qui sont intégrées comme des paramètres, parce qu'en fait, si l'oracle, les Turing en a parlé, c'est que en fait, c'est pris en compte dans son formalisme de machine, hein, et on peut calculer à partir de là. Mais à mon avis, euh, la vraie réponse qui fait que c'est pas pour ça que ça nous fait avancer vers le vivant, c'est que ça reste du formaté. Or, le vivant, c'est précisément ce qui est toujours en cours de formation, en cours de formatage. Hein, c'est ce que Simondon explique bien, hein, c'est que le vivant, à l'état métastable qu'on peut modéliser, mais son fonctionnement global n'est pas métastable autant que tel, c'est une suite d'états métastables. Et donc à ce moment-là, on sort de ce qui est modélisable par un seul modèle en fait. Il faudrait avoir une suite infinie de modèles pour pouvoir en rendre compte. Bah, on Et là, revient à la René, distinction entre continu et discret à d'une certaine réalité. manière. C'est une certaine manière, oui, je suis d'accord avec toi. Et pour répondre à René, moi je me méfie quand même beaucoup de ces choses-là parce que bon, John Seward, qui était un collègue de notre laboratoire, est décédé malheureusement aujourd'hui, il disait en fait, il faut faire attention parce que tout ce qui est modèles neuronaux, c'est comme si on confondait l'électricité avec l'interrupteur. C'est-à-dire que ça nous donne une capacité à suivre l'information, comme si avec l'interrupteur de ma pièce, je peux suivre le trajet du courant électrique. C'est pas ça qui m'explique la nature du courant électrique. Pour ça, il faut faire d'autres investigations. Et donc, ces études-là, en fait, elles font exactement ce que dit Marcello, c'est-à-dire dit, j'ai un problème de fonctionnement local du cerveau à décrire. Et je vais en fait utiliser des outils alors, variés, hein, neuronaux, modélisation, etc., pour décrire ce qui se passe. Mais tout est déjà donné d'avance par l'hypothèse de localité et définition du phénomène que l'on veut faire. Et donc, ça explique pas tellement le phénomène cérébral, parce qu'on sait très bien que l'humain ne pense pas qu'avec son cerveau. Il pense avec son corps, il pense avec son environnement, etc. Donc, toutes les hypothèses localistes que l'on fait, elles permettent de faire des modèles, mais on sait très bien que le modèle n'est pas identique au phénomène modélisé. Il ne faut pas confondre la carte et le territoire. Et nos collègues neuronaux ont toujours tendance à confondre la carte et le territoire. C'est un peu le problème. Hein, les choses sont un petit peu différentes. Mais je pense que, en fait, ce que tu parles aussi, c'est la fameuse, le fameux saut quantique, on pourrait presque dire, là, le saut entre une matérialité qui est celle de notre cerveau, puis en passant, en fait, le corps passe par le cerveau, on le sait. Tout ce qui est sensoriel et tout ça, il a une incidence au niveau du cerveau, du système nerveux. Alors, et donc, la grosse question, c'est savoir comment dans le vivant, et on sait que c'est ce qui se passe puisque nous sommes tous ici, comment dans le vivant on arrive à passer à un état d'une matière, un état X de la matière. Je pense telle chose, il y a un état dans mon cerveau qui est un phénomène matériel, à ce qu'on appelle le domaine des qualia. On sait que c'est la grosse question qui est posée justement en philosophie, de savoir comment on passe du matériel à la subjectivité, à la question des qualia. Pourquoi telle représentation dans le cerveau est bleue pour moi? Et est-ce que ce bleu-là est le même pour tout le monde? Est-ce que moi, mon senti, mon vécu du bleu est le même que le tien, Bruno, ou que le tien, Marcello? C'est une question encore qui n'est pas répondue quand on le regarde justement du point de vue des neurophysiologistes. Encore une fois, c'est du point de vue scientifique on peut capter, autrement dit, un état de la matière dans le cerveau. On peut le modéliser, on peut faire tout ça, mais comment est-ce qu'on est capable de passer de l'état de matière à l'état de la subjectivité? Mhm. C'est la question qui reste encore non répondue. C'est la question, j'ai envie de dire, c'est l'ultime frontière, cette question. Bah, Oui, alors il y a celle-là, mais il y a celle qui a été aussi dans le chat, c'est passer de la matière à la cellule. Oui, oui, tout On ne à sait fait, pas tout à fait. synthétiser une cellule. On est obligé de partir de cellules qu'on a déjà.
hein. Et d'ailleurs, justement, ça pose des problèmes intéressants. J'ai des collègues biologistes, et ils disent, bah, en fait, une fois qu'on a fait des cultures de cellules, bah, en fait, on en fait quoi une fois que c'est terminé, l'expérience? Alors, il y en a qui disent, bon, bah, on prend un coup de javel et hop, on nettoie tout ça. Puis d'autres qui disent, bah ouais, mais enfin, quand même, c'est du vivant, hein. Qu'est-ce qu'on doit faire avec? Et comme c'est des cellules, souvent, bah, c'est forcément des cellules. C'est des cellules basiques, on va dire, bactéries, etc. Néanmoins, on les utilise comme des espèces de pseudo-machines biologiques, mais en fait, c'est quand même du vivant. Et d'une certaine manière, ce qu'expliquent les collègues, c'est que le vivant, bah, les cellules, par exemple, si on les laisse à plat le lendemain, elles ont telle nature. Si on les laisse sur un environnement confiné, elles n'ont plus la même nature. C'est-à-dire qu'elles se sont reconfigurées complètement en fonction de l'état dans lequel on les a laissées. Bah, ça, une machine de Turing ne le fait pas, hein, et un robot ne le fait pas. Alors, C'était en même temps à la base du programme de von Neumann quand justement il voulait développer ce type de automate-là, hein. C'est à la Je suis fin de d'accord, mais sa je vie. considère qu'il a raté. Il Il a, a il raté. a, il a plus ou moins raté, mais je suis pas sûr à 100% que je ne crois pas. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr. On n'a pas de démonstration du fait que ce type de dynamique ne soit pas modélisable. On l'a pas fait, on l'a pas Ah, mais modélisé. On n'a pas le truc qui le fait tout seul, mais on n'a pas de démonstration. Alors, on a des démonstrations peut-être que dans un système, dans une machine de Turing idéale, c'est pas possible. Mais je suis pas sûr que ça veut dire que c'est pas modélisable. alors, ça, je suis d'accord avec toi. Mais ça veut dire, mais ça ne veut pas dire aussi que le modèle prenne en charge tout le phénomène que l'on veut décrire. Ah Parce qu'en non, mais fait, ça c'est bien sûr, mais ça voilà, c'est tu une vois, autre chose. donc le fait que ça soit modélisable, oui, je pense que, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'avance la science, hein, et donc il n'est pas question de lui donner des limites. En revanche, c'est pas pour ça que les résultats scientifiques valent pour le phénomène qu'elles prétendent aborder. C'est-à-dire que c'est toujours une réduction, une localisation, un formatage du phénomène. Oui, ou alors, plutôt messieurs, oui. messieurs, je dois malheureusement vous interrompre. Je pense qu'on pourrait continuer des heures. C'est absolument passionnant, tout ce qu'on discute, mais on est maintenant à la fin de notre séance. Alors, continuer des heures, je pense, hein, débattre de toutes ces questions. Alors, on va maintenant terminer donc en vous disant que notre prochain rendez-vous à tous, hein, vous êtes tous invités, c'est la semaine prochaine, le 25 mars prochain. Pour cette nouvelle, justement, on continue sur les questions créatives, mais on les aborde avec des praticiens finalement. C'est vraiment deux praticiens qui vont être invités. Donc, Jérémy Allen, qui est professeur à l'Université Laval en cinéma, qui a un projet qui va nous présenter. En fait, c'est un peu encore une boîte noire à savoir ce qu'il va nous dire. On attend toujours son résumé pour ça. Et puis, on a Dominique Leclerc aussi du Théâtre Posthumain qui va être présent, donc le 25 mars. Ensuite, le 1er avril, on passe. On passe aussi, on avait prévu une séance le 8 avril qui va être annulée parce que on va présenter un atelier finalement au CRIN ce même jour, donc il y avait un petit conflit horaire. Et on va reprendre par contre, on a rajouté donc des présentations le 15 avril et le 22 avril. Julie Michel, tu me rappelles pour le 15 avril les deux Oui, présentations. le 15 avril, on va recevoir Rémi Soyer et Marine Tonissen. Oui, donc Rémi Soyer, que j'ai croisé finalement tout récemment à Paris 8 dans une soutenance de thèse sur l'intelligence artificielle, qui est à Paris 8, et puis Marine Tunissen, qui est une praticienne également, donc qui a fait son doctorat à l'Université de Montréal. Et donc, on est en train de penser à la dernière intervention, donc le 22 avril, où Kevin Laporte, qui est ici présent, va présenter son travail et Julie Michel également va présenter en fait où on en est rendu un petit peu dans notre projet actuel. Alors, je termine en remerciant tout le monde. Je salue Aurélie au passage qui s'est joint à nous justement dans le cours et qui a amené cette question des cellules souches. On ne sait pas faire des cellules souches. J'aurais bien aimé qu'on continue vraiment cette discussion absolument passionnante. J'ai presque envie de vous dire, j'aimerais qu'on ajoute une séance de séminaire uniquement dans le format débat pour continuer à faire ce débat. Alors, je remercie tout le monde. Donc, Bruno, un grand merci de t'être joint à nous. C'était passionnant. Marcello,